Salut Rida, welcome. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Salut James, merci pour ton invitation. Yes. Eh bien, avec plaisir, hein, parce que nous on le sait, mais peut-être les gens ne le savent pas. Ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, toi et moi. Ça fait ouais, quelques longues années, ouais. Quelques années en effet. Pour les gens qui découvrent, moi-même j'ai commencé dans le sound system grâce à toi, en te rencontrant à Bordeaux il y a peut-être pas loin de 20 ans. Je Mhm. pense que ça doit être il y a 20, ouais, 2006, 2007, je sais plus. Tu te rappelles exactement des années où tu étais à Bordeaux, toi? Voilà, non, 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 je peux pas te dire, mais oui, je pense que c'est à peu près ça. C'est 2006. Il me semble que c'était genre c'était genre octobre ou novembre 2006. c'est possible. On s'était rencontrés, tu faisais un essai à l'entreprise où je travaillais en télémarketing. Ouais. Tu avais senti que je fumais certaines substances en cachette dans le coin du parking et on avait pu connecter là-dessus. Et Tu vois, ça, je m'en rappelais plus, par exemple. Tu vois. ah ben voilà, moi je me rappelle très bien parce que en fait ce truc-là, c'était vraiment l'horreur, ce Ouais, travail. ça, par Et, contre, je m'en rappelais. dès qu'on Ouais. j'avais une pause, j'allais me mettre dans un coin du parking un peu loin pour essayer de fumer un petit truc, quoi. Et je t'ai vu arriver, et puis on a discuté, on a partagé les trucs, quoi. Et puis tu m'as dit, ah, je fais une soirée reggae juste à côté de chez toi. Enfin, je savais pas que c'était à côté de chez moi, mais c'était à 200 mètres de chez moi. C'était le bar qui s'appelait La Bamboula à l'époque. Ouais, je m'en rappelle. Et je Ouais. me dis, ah ben, c'est littéralement au bout de ma rue, quoi. Donc j'étais là, bon, mais Ouais. faut que je vienne écouter. Et j'avais déjà quelques disques, mais j'étais pas du tout. Enfin, j'allais dans les soirées sombres, mais j'étais pas du tout, comment dire, participant, quoi. J'étais juste public. Et ce que tu faisais, ça m'a intrigué et ça m'a plu. Enfin, la musique et tout, c'était génial. Et pendant le temps que tu étais à Bordeaux, j'ai participé. Et donc, tu m'as incité à jouer la première fois en première partie avec toi, prendre un peu le micro, ce que je faisais pas non plus auparavant, je crois. Donc, Ouais. c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a presque, ouais, il doit y avoir 20 ans à peu près, ou par là. J'ai d'autres souvenirs. J'ai souvenir que qu'on ait bougé des caissons sur ton scooter, dans des caddies, Oui. pour aller dans les soirées sur les rues de Bordeaux avec des doubles 31 dans les caddies, des scoops qu'on tirait derrière ton scooter à l'époque. Ouais, c'était assez ghetto, assez à l'ancienne, mais on a bien écumé. À l'époque, il y avait beaucoup de danse, hein. C'était des fois 2 à 3 fois par semaine, si tu te rappelles. C'est Euh, vrai, c'est vrai. On faisait plein de C'était trucs. très, Et puis, très on était actif. débrouillards, quoi. Il y avait le frangin Siméon, King Siméon, Oui. qui était un ancien de l'Ethiopiano Federation aussi. Voilà, il y avait une bonne équipe. C'était l'époque où il y avait un Pro-Dub aussi, C'est vrai. l'époque où il y avait Gary Klunk, Atman, tout ça. C'est Voilà, vrai, c'est vrai. il y avait beaucoup d'effusions à cette époque-là. C'était très agréable. Il y avait Haïtiste aussi. Moi, j'étais en coloc avec Haïtiste après. Oui, oui, oui. Ouais, c'était une super époque. J'en ai une Bah, très Haïti, bonne. à chaque fois que je le vois, je lui rappelle, la première fois que je l'ai vu, c'était dans une soirée, je crois que c'était Zion Train qui était venu à Bordeaux et il était juste devant moi. Et si tu te rappelles, à cette époque-là, il avait des longues, longues dreadlocks et il sautait dans tous les sens et il me fouettait avec ses Ouais. dreadlocks sans le savoir. Et je me dis, ah, ce gars-là, faut que je parle avec lui, il a l'air sympa. Et Oui, puis, parce qu'Haïti, c'est un ancien. Nous, il était là avant. Et puis, oui, il a un studio depuis. Donc, à l'époque, quand on avait la coloc ensemble, moi, j'avais l'occasion de le voir officier au studio. Et ouais, ouais, c'est un sacré musicien et surtout une très, très belle personne. ouais, vraiment, Haïti, enfin, à chaque fois que je le vois, je suis toujours content de le voir et c'est une crème, quoi, ce gars. Vraiment, Ouais. vraiment, j'ai toujours été content Ouais. de le voir et puis, comme tu dis, de partager des moments avec lui, quoi. Bon, pour revenir au tout début, moi, ma première question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu as découvert, toi, la musique jamaïcaine, la musique, le reggae en général, quoi? Essentiellement, déjà, on écoutait du reggae avec ma mère dans la voiture et tout ça, à l'époque des cassettes, des trucs, mais plus classiques, style Pulse, tout ça et tout. Mais c'est surtout par mon frère qui faisait du graffiti, qui ramenait des cassettes aussi à l'époque. Et puis, il faisait partie d'un crew à Maison Alfort, là. Et,
Et donc, du coup, c'est un peu par ça que j'ai commencé à entendre. Ben, tout ça, c'était essentiellement des musiques assez, euh, assez usuelles, enfin assez mainstream, quoi. C'est-à-dire des Bob Marley, des Burning Spear, Steel Pulse, tu vois, Elijah Man, des trucs comme ça, quoi. Et ensuite, c'est des... Moi, j'ai d'abord rencontré Rastafari, en fait. C'est-à-dire que dans le Avant le crew, reggae. avant le reggae, ouais. Enfin, Ah ouais, avant, vraiment, avant les sound systems, en fait. Euh, d'accord. parce que dans le crew de mon frère, il y avait un race qui s'appelait Sydney, qui était graffeur aussi. Ok. Et ce gars-là m'intriguait, quoi, tu vois. Et donc, on discute un peu, on fume un ou deux spliffs. Et puis, je me rappelle, il était venu faire une fresque à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Et donc, du coup, on discute et il me dit, ouais, tu devrais aller au puces, tout ça et tout. Moi, j'étais jeune hein, encore. Hein, c'était assez jeune. Ça c'était peut-être un peu plus tard, mais en gros, moi, assez jeune, je vais aussi parce que ça remonte un peu quand même. Hein. C'est pas qu'on est vieux, mais c'était pas hier non plus. Et puis moi, je vais au puces de Clignancourt, et au puces de Clignancourt, je rencontre plein de Rastaman, quoi. Hmm. Qui avait des shops au-delà de Kojo, hein, chez qui j'allais aussi, mais c'était un peu plus rough, Kojo. C'était une vibe un peu plus radicale. Et de fil en aiguille, je sais plus comment ça se fait, mais je suis guidé vers une association qui s'appelle Chakanoti, dans lequel il y avait une sister qui s'appelait Amata Zion, dans lequel il y avait une sister qui s'appelait Makeda. Euh, Tout ça, en fait, en gros, on se voyait à Barbès, il y avait des reasonings et des prières. Et puis, il y avait un frangin dedans qui s'appelait Ras Guillaume, qui avait un band qui s'appelait Tribe of Judah, qui était dans les Yvelines, et qui nous fait venir à une sorte de concert chez lui, tu vois. Alors, c'est une maison tenue par des Rastas à Andrézy. Et D'accord. en bas, ça joue sound system et concert. Et au-dessus, bah, c'est le high-tal, quoi. Donc, tu vois, plein de mouvements comme ça et tout. Et c'est comme ça que, en découvrant Rastafari, donc par l'association et par tout ça, je découvre aussi les sound systems. Connaissant un peu le reggae à côté, mais sound system, c'est une façon différente de jouer reggae musique. Et puis, c'est aussi euh, une musique un peu plus militante que, quoique Bob Marley était militant. C'est un peu, tu vois ce que je veux dire, mais un peu plus underground, on va dire. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, tout ça se fait sur certaines années, entre mes 16 et 18 ans, tu vois. Et puis, je viens à rencontrer un race qui s'appelle Nafal, Dread Nafal, qui a un centre qui s'appelle King Selassie à Paris, et qui, comment on va dire, avec qui j'ai des très bonnes relations, qui me prend un peu sous son aile et qui me permet de jouer mes premières parties, entre autres dans des bars à Paris et aussi à Masséna à l'époque. Et donc là, quand on parle de ça, on est vers quoi, la deuxième moitié des années 90, quoi. Là, on est 98. Ma première danse, je l'ai fait en 98 à Paris. On est 98, ouais, voilà. Et à partir de là, mais je te dis ça avec première danse, je l'ai fait, j'ai 60 disques dans mon bac, les trois quarts achetés chez Kojo, parce qu'à l'époque, Kojo, il faut savoir que Kojo, euh, il distribuait beaucoup Dub Judah, Dub Jockey. Parce que rapport avec Jah Foundation, avec pas mal de choses et tout. Donc vraiment, il y avait aussi Deep Roots hein, à l'époque, tout ça, et donc du coup, je faisais le lien surtout pour le UK dans tout ça, parce que les premiers centres dans lesquels je joue, c'est pas déjà militant, quoi. C'est un centre qui s'appelle Nayama, qu'on a monté avec des potes justement du 78. Et moi, je suis cantonné un peu à jouer bah, le Roots UK Dub, mais en warm-up, tu vois. Et eux, ils jouent bah, ce qui se joue à l'époque, c'est-à-dire New Roots, quoi. Euh, et donc moi, je vais chercher mes sélections plutôt roots et plutôt new roots, surtout chez Deep Roots, à la petite Jamaïque. Et puis il y avait un autre Dubwise aussi, auquel j'allais souvent. Et puis il y avait un autre magasin qui était tenu par un Africain qui était plus petit, mais je me rappelle plus de son nom. Enfin bon voilà, tu vois, c'est comme ça que je chope deux trois sélections et puis on me propose de jouer. Je joue à l'époque. Bah, tu joues, les gars, ils tapent dans les murs pour faire des pull-ups. Enfin, tu vois, c'est une vibe un peu plus. C'était très antillais aussi, Paris à l'époque. C'était un peu différent. Et voilà comment je viens à ça. Et après, je pars avant, j'étais déjà parti en Angleterre une fois, mais je repars en Angleterre, je vois encore Chaka.
Et au moment où je vois Chaka avec cette connaissance-là du truc, c'est une révélation, quoi. Et l'idée, elle est de se dire bah, voilà, comment moi j'articule ça dans ma vie, quoi. Alors, justement, avant d'arriver à chacun, la première question que je voulais te poser par rapport à cette époque-là, c'est, tu dis qu'il y avait déjà, tu vois, des sons de système à Paris, et ceux que tu as cités. Mais la question que j'avais, c'est, aujourd'hui, quand on pense de manière générale en France au son, on pense à des systèmes 4, 6, 8 scoops, des gros trucs. Et à l'époque, il me semble, hein, tu me corrigeras si je me trompe, c'était pas trop encore arrivé en France, ce truc de grosses sonos et de système un peu tel on l'envisage à l'anglaise, quoi. C'était comment, toi, à cette époque-là? Bah, moi, en fait, moi, j'ai commencé à un moment un peu charnière, à un moment de transition, un peu où les sound dancehall, new roots, euh, euh, clash, on va dire, commençaient à se calmer un peu, enfin, à être moins quoique à l'époque, en 98, ça tournait encore pas mal. Mais on sentait cette charnière, quoi. On sentait un truc nouveau qui arrivait. Euh, Il n'y avait pas beaucoup de sound qui avaient des box. Le premier, de façon, en France, à avoir monté un système à lui, hein, en mode enceinte scoop. Enfin, il n'avait pas des scoops, mais c'est Kojo. C'est d'avoir monté une grosse sono, jouer à une platine en mode à l'anglaise. C'est Kojo. C'est vraiment le truc qu'on peut pas lui enlever, quoi. Oui. Euh, Avec un message aussi toujours très rasta et militant, quoi. Après, moi à l'époque, non, il y avait beaucoup de pillets, quoi. Et puis il y avait beaucoup de péniches. C'était pas mal de trucs en péniche. Il y avait Masséna qui tournait. Je crois qu'il y avait peut-être les Peupliers, je sais plus à l'époque. Voilà, il y avait un man qui s'appelait Marcus qu'on voit encore dans les danses à Paris de temps en temps, qui distribuait des flyers pour tous les trucs. C'était l'époque où c'était flyers, tu vois, c'était pas aujourd'hui, tu regardes sur Internet pour savoir où tu vas aller en danse, quoi. Oui. Euh, donc on passait dans les shops, on prenait les flyers, tout ça et tout. Mais oui, c'était une époque un peu charnière. Je pense que Blackboard avait déjà certainement des box. Euh, Eux, ils ont commencé bien plus tôt. Chalice aussi, tu vois. Voilà, moi, je suis un peu, j'arrive après, quoi, tu vois. Parce qu'en 98, c'est les premières danses, mais je suis pas ready, quoi, tu vois. Ah Je fais oui, partie de Sand qui joue dancehall jusqu'à un bon moment, quoi. On a fait la première partie à la paix, dans le 78 de Maccabi. On fait des trucs sur les péniches, on fait avec des bandes aussi, avec tout ça. Mais ça reste toujours des premières parties, ça reste des trucs. Il y a un truc que je dois dire, il y a paix à son âme, Seni, Reggae Remedy, qui nous a fait la place ouais. plusieurs fois pour venir jouer en première partie. Il y avait Mathia et Chica à l'époque qui avait une radio à Porte de la Chapelle, je crois, Avant, qui nous ont, hein, avant Party Time. avant Party Time, je ne sais pas si ça s'appelait Party Time ou pas, mais qui nous ont fait venir. Voilà, il y avait des anciens qui avaient quand même, comme Nafal, hein, qui étaient là en mode, bon, bah, les youths, faut qu'ils aient, tu vois, aussi, ils font les premières parties, il faut qu'ils aient qu'ils puissent mettre le pied à l'étrier, quoi. Donc, du coup, c'est un peu comme ça que tout ça s'est fait, mais on sentait que c'était un peu une charnière, quoi. Moi, j'ai pas connu les grands clashs de l'époque, Nutty, tu vois, Yod et tout ça, même si Yod, on s'est rencontrés plus tard, mais tu vois, voilà, j'ai pas connu tout ça, quoi. Ouais, parce que par exemple, nous, quand on s'est rencontrés, tu vois, je me rappelle que tu avais une partie de sono qui marchait Ouais, pas encore et que ce qu'on faisait, c'est qu'on on louait des enceintes pour faire nos sessions ouais. ici à Bordeaux. Ça Et devait être au tout début, parce qu'à Bordeaux, elle a marché pas longtemps après, parce qu'on faisait les bars, ouais, après. tu l'as fini. Et quand, Ouais, au tout ouais. début, je me rappelle chez toi, il y avait genre plein d'enceintes, un Mm. lit et genre des Mm. disques, quoi. Un peu. Mm. Et c'était genre la part, c'était la part de stockage. Ouais, j'ai toujours, enfin, moi, j'ai rencontré ma femme assez tard, j'ai eu des enfants assez tard. Euh, j'ai, à partir de 16 ans, vraiment dédié ma vie à reggae music, quoi. Je le prends pas comme un sacrifice, hein, parce que ça m'a apporté énormément de choses, Rastafari et reggae music. Mais ce que tu dis là, de effectivement un appart où il y a des enceintes, des disques et un lit,
et de la ganja. C'était, bah, on m'appelait pas Ouida pour rien, tu vois. C'était l'essence de ma vie, quoi. Tu vois, travailler dans les call centers, comme tu disais, c'était le moyen de faire un billet jusqu'à ce que le chômage paye le temps qu'on puisse repartir en Angleterre, racheter des disques. Enfin, tu vois, c'était un cercle qui était fait dans ce sens-là, quoi. Tu vois. Alors justement, tu parles d'Angleterre là et de tes voyages là-bas. Euh, Comment c'était au début, à la fin des années 90, quand toi tu te rendais en Angleterre, dans ces danses de son anglais, est-ce que c'était l'engouement qu'on connaît aujourd'hui ici en France pour les sound systems? Est-ce que c'était autre chose? Décris aux gens qui n'y étaient pas un peu. Moi, en fait, j'ai été pas mal en Angleterre fin 90, début 2000, on va dire. Après, j'ai arrêté pendant un long moment de pas y aller et j'y suis retourné après. À l'époque, c'était déjà ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, il y avait dans les danses où j'allais, il y avait beaucoup de rasta. D'accord. Ça, voilà. Ça, c'est un truc qui était, c'était ouais, c'était Rastafari qui tenait les danses, quoi, vraiment. Ensuite, l'engouement, je sais pas, moi, j'étais pas de là-bas, tu vois. Dans les danses où j'allais, il y avait du monde, c'était pas forcément des grosses danses. Les danses de Chaka, il y avait du monde. Ouais. Euh, et c'était quand même essentiellement, ouais, des danses où il y avait quand même pas mal d'étudiants, mais il y avait toujours des elders, quoi. Il y avait toujours des anciens, des gens qui représentaient Rastafari, quoi. Donc, c'était un peu ça. C'était aussi assez intimidant, quoi. Tu vois, comme les danses, pareil, quand tu allais à Masséna ou tout ça, qu'il y avait toute la génération antillaise de l'époque, tu sentais que c'était bienveillant, mais il fallait se comporter bien, quoi. Il y avait, non, mais tu vois, il y avait une certaine conscience dans la danse, et c'était, voilà, mais mon discours, c'est pas pour dire que c'était mieux avant, hein. On fait des danses aujourd'hui dans lesquelles il y a une très très bonne ambiance aussi. Il faut que je recharge mon portable. Dans lequel il y a une très très bonne ambiance aussi et tout ça, mais ouais, c'était majoritairement beaucoup de rasta dans les danses, quoi, tu vois. Je te coupe un instant, je recharge, j'arrive. Yes. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que il me semble, tu vois, qu'en Angleterre, à ces époques-là, et encore aujourd'hui, mais peut-être c'est un peu différent peut-être aujourd'hui, c'était encore une sorte de, comment dire, de centre de la communauté, les soirées sound. Au moins pour les gens qui, comme tu dis, avaient ce mode de vie Rasta. Et c'était l'endroit où on peut se retrouver ensemble pour, pas forcément pratiquer, mais célébrer, d'être ensemble. Et si je le remarque pour l'Angleterre, c'est que en France, aujourd'hui, on est dans un environnement où c'est très populaire, enfin très populaire, peut-être très populaire, c'est un peu exagéré, mais les soirées dub, il y en a partout et ça attire quand même de bonnes foules. Mais les dynamiques sont différentes dans le sens où la plupart des gens, ils n'ont pas ce même lien, ce même rapport avec le contenu plutôt que Ça, l'ensemble. ça, à mon sens, moi, c'est une question euh, de pays, quoi. L'Angleterre, il y a une grosse diaspora jamaïcaine, une diaspora africaine aussi. Euh, Et nous, notre histoire n'est pas la même. Nous, si j'étudie le truc, peut-être je suis totalement à côté de la plaque, mais moi j'ai connu cette période avec beaucoup de frangins antillais qui étaient là à l'époque du New Roots. Ouais. Peut-être que la musique qui est venue après, UK Dub et tout ça, leur parlait beaucoup moins. Mhm. Donc on les a vus moins dans les danses. Et puis je pense que l'engouement. Alors faut pas. Moi quand j'allais dans les danses fin 90, même début 2000 en Angleterre, il y avait beaucoup de blancs. C'était très mixé. Enfin tu vois, c'était black, white, Indian, Chinese man quoi. Tu vois, Ouais. c'était déjà très mixé. Je pense que nous on a aussi une histoire qui est l'histoire. On n'a pas la même. On n'a pas le même rapport nous les blancs ici à la musique Mhm. dans notre culture. Ouais. Et puis, je pense aussi que l'histoire de notre pays, c'est deux choses. C'est que le hip-hop arrive sérieusement mi-90, tu vois,
à un moment comme ça. Fin 80, mais il prend vraiment de l'ampleur mi-90. À un moment où le reggae music, lui, le reggae music à texte s'essouffle un peu, quoi, tu vois. Euh, on arrive mi-2000, je crois, avec les lois Mariani, sur la fin des free parties, sur l'interdiction des rassemblements pour les free parties, tout ça et tout. Et Ouais. où on a peut-être aussi une bonne partie de jeunes qui aiment la musique sonorisée, on va dire ça, et qui peut-être se rabattent sur les soirées dub. Et donc, forcément, c'est pas la même culture, c'est pas la même chose. Euh, Moi, j'ai une vision assez euh, particulière de tout ça, c'est que ça m'embête pas forcément que les danses soient pas des danses Rasta à 100%, quoi. Je pense que en fait, le message de Rasta, il est universel, il existe depuis des années. Euh, si on peut semer des graines, c'est bien aussi, quoi. Tu vois. Euh, voilà, je pense que le terreau, il est fertile pour ça. Ce qu'on vit tous les jours, tu vois, qu'on soit rasta ou pas, les gens, c'est la même souffrance et les mêmes galères, quoi. Euh, voilà, parler de la révélation de Sa Majesté, ça peut parler à plein de gens aussi, quoi. Tu vois. Mhm. Donc, du coup, je pense que c'est aussi notre mission et notre travail, pour peu que tu considères que le sound system serve à ça, ce qui est moi et mon cas. Ouais. Euh, euh, voilà, je pense que c'est aussi plutôt intéressant de pouvoir parler à des gens qui sont éloignés de ça, culturellement, dans la connaissance, dans plein de choses, pour pouvoir leur parler de tout ça. Mais je pense que ce que tu amènes, en fait, c'est on est juste deux cultures, deux peuples différents, quoi. Ouais. Donc, du coup, on n'a pas la même approche à la musique, pas la même approche à, aux luttes aussi, quoi. Nous, peuple blanc, il n'a pas souffert, il a oppressé. Tu vois, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Donc, tu vois, c'est aussi c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte, quoi. Si vraiment tu veux analyser sociologiquement ou un peu, tu vois, euh, l'impact de la musique et comment la musique peut être ressentie spirituellement ici, quoi. Tu vois. Ben justement, tu vois, quand tu parles de ta conception du son de système, le nom même de ton son que tu as choisi une fois que tu as décidé de monter ton propre son avec ta propre idée, Jam Militant, c'est vraiment, comment dire, clair, si on veut, Ouais, pour c'est les... clair, mais ça se veut pas prosélyte, tu vois. C'est-à-dire que en fait, moi, je suis Jam militant, c'est militant pour les valeurs que Jam a apportées. D'accord, Euh, Rastafari, je le dis, hein, il a sauvé ma vie. ouais. C'est clairement d'où je viens et ce que j'avais comme intention. Le jour, j'ai rencontré des Rastaman qui m'ont dit ouais, tu peux faire le bien aussi, tu peux éviter de zoner, de faire de la merde. Euh, voilà, ça a changé beaucoup de choses, quoi. Qu'on me dise, fais le bien et tu verras, et tu vivras toute ta vie, ça a changé beaucoup, 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 beaucoup de choses dans ma vie, quoi. Et après, ça, c'est des principes de Livity, mais après, il y a la révélation de Sa Majesté aussi, quoi. De qui est Sa Majesté, des enseignements qu'il nous a amenés, moi qui suis très attaché à l'histoire. C'est pour ça que je parlais qu'on est un peuple oppresseur. C'est que au-delà de l'histoire africaine, je me suis quand même beaucoup porté sur les questions d'histoire, de géographie, et voilà. Et tout ça m'a amené aussi à être conscient de certaines choses historiquement, à être touché par le côté de la sécurité collective et de la moralité internationale, à être touché par tout simplement parce que d'une famille chrétienne aussi, aux révélations même bibliques, tu vois, et de la place de Sa Majesté par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui. Mais euh, comme je dis, mon intention, elle est de semer des graines, quoi. Tu vois, le chemin, on le sait, hein, Rasta, c'est une révélation personnelle, quoi. C'est Justement, ce que tu dis là, c'est intéressant. Donc, toi, ton terrain, si tu veux, tes parents, ils étaient pratiquants ou croyants? mes parents, tu sais, moi, je suis né vraiment early, tout début 80, quoi. Ouais, Euh, à cette époque-là, en France, on est encore d'une tradition assez chrétienne, catholique. Alors, mes parents n'étaient pas pratiquants, mais tu vois, baptisés parce que c'est bien, parce que, enfin, tu sais, hein, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est ancré, quoi. Moi, j'ai pas fait le catéchisme, mon frère l'a fait, mais je me suis rattrapé plus tard, mais à ma sauce. Euh,
voilà, tu vois, on vient de ce background-là, quoi. Je veux dire, tu vas, moi j'habite à la campagne, tu vas dans chaque village, tu as Jésus sur une croix à chaque coin de village. Voilà, c'est des choses qui sont ancrées chez nous. Euh, donc forcément, bah, quand tu l'as vu, ce bonhomme-là sur la croix, tu te poses des questions, quoi. Tu te demandes, tiens, aussi pourquoi partout où je vais, même quand j'étais en Roumanie, même quand j'étais en Éthiopie, tu vois, j'ai vu Jésus tout blanc avec des cheveux tout lisses, et que historiquement, encore une fois, quand tu regardes un petit peu la situation, tu Ah, te pas dis qu'encore une fois, on t'a dit la moitié de l'histoire, quoi. de- Donc, ouais, c'est. Ouais, parce que tu vois, moi je te dis ça parce que, par exemple, moi, dans ma famille, mes parents, ni l'un ni l'autre ne sont pratiquants, ni même spécialement croyants. Et c'est vraiment la musique jamaïcaine et le message, comme tu dis, des Rastas particulièrement, qui ont éveillé enfin, je veux dire, moi, avant d'être sensibilisé par tout ça, j'étais plutôt athée, quoi, en fait. Enfin, Mm. j'avais même pas Mm. trop pensé, en fait. C'était pas trop des réflexions que j'avais, parce que dans l'environnement où, toi comme moi, on a grandi, c'est pas un truc dont on parlait trop avec nos potes, quoi, tu vois. On se disait, Non, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, la spiritualité, je ne vais pas dire la religion, parce que moi je ne check pas la religion, mais la spiritualité, c'est quelque chose qui n'est pas trop fashion, quoi. C'est pas quelque chose qui est très tendance, quoi. oui, Voilà, mais encore une fois, c'est pareil, faut pouvoir l'analyser, il faut le comprendre, quoi. Tu vois, quand tu as un peuple qui oppresse depuis 70 ans un autre au nom d'une religion, quand tu as des gens qui se font sauter pour ça, quand tu as, tu vois, moi je mets tout le monde, enfin, tu vois, je fais pas je pointe pas là, je tire pas sur, mais tu vois, la religion en général, c'est-à-dire l'homme qui décide de parler pour Dieu, généralement, c'est un concept assez ravageur et assez prédateur et assez catastrophique pour les gens qui sont autour, quoi. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas une opinion, c'est des faits et des choses qui sont posées depuis la création du monde, quoi, tu vois. heureusement, ouais, comme tu dis, c'est pas quelque chose de bien nouveau, ni un point de vue, comment dire, radical, ni extraordinaire, hein. De dire ça, c'est un constat que je pense que beaucoup de gens peuvent faire, c'est que l'organisation autour de ça a tendance à amener les mêmes. Mais soyons clairs, il y a plein de gens qui sont religieux, il y a plein de gens qui ont Dieu dans leur cœur et qui sont des personnes fantastiques. Mais Euh, bien sûr, mais le côté organisation, tu vois, le côté, lutte pour ouais, le j'ai pas la solution, hein, sinon ça serait réglé. Je dirais à tout le monde comment faire, tu vois. Enfin, je veux dire, pouvoir. mais je suis loin d'avoir la solution, mais je me rends compte qu'effectivement, les mouvements de masse religieux purs et durs, généralement, c'est une catastrophe, quoi. Faut Et être donc, du coup, pour clair. toi, le fait de jouer la musique que tu joues, de te produire dans les soirées à droite à gauche, ici et ailleurs en France et à l'étranger, c'est quelque chose qui est comment dire, la manifestation de ce que toi tu vis, mais aussi la volonté de pouvoir peut-être, pas forcément comme tu disais, prosélytiser, mais au moins potentiellement Et inspirer. c'est ma pierre à l'édifice, Ouais, dans ce que je sais faire et dans ma culture. ouais. Il y a un tune de Joseph Hill où il dit The only way for me to express my love, tu vois, to each and everyone, tu vois, c'est reggae music, quoi. Hmm. C'est Rastafari, quoi. Tu vois. C'est quoi le morceau, tiens? Comment? Pas le nom du morceau, ça me dit rien comme ça. Euh, je joue souvent en last tune, en plus, c'est euh, Why am I a Rastaman? Ah oui, c'est celui où il parle de sa Voilà, rencontre avec le vieux, voilà, les petits. voilà. Ah oui, 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 oui. Exactement. Et en fait, dans ce tune-là, il dit Rastafari, c'est mon moyen d'exprimer à l'humanité mon amour, quoi. Voilà. Moi, concrètement, comme je le dis, je pense que les gens qui me connaissent, ils savent assez que je suis pas trop radical. Euh, voilà, je pense que c'est mon moyen de semer une graine, c'est mon moyen de tisser une toile, c'est mon moyen d'expliquer aux gens certaines valeurs. Euh, et je le dis, moi, ma culture, c'est Rastafari, mais tu as des gens qui ont la même valeur que moi en jouant au foot. Oui, Tu oui, comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, juste que moi, ma culture, ce dans quoi je me suis construit, oui. et ce en quoi je crois, et ce en quoi, et ce qui me fait tous les jours me lever
être grateful, remercier, tu vois, c'est Haile Selassie. Parce que parce qu'on va pas faire une émission sur ça, mais parce que chaque personne peut chercher et trouvera, tu vois. C'est intéressant d'en parler parce que il me semble que dans le, comment dire, dans le milieu actuellement des sound systems, ici en France, je ne vais pas parler d'ailleurs, on n'y est pas, mais c'est plutôt, comment dire, je dirais pas la mine, enfin, ouais, c'est la majorité des sounds ne parlent pas vraiment de ces choses-là. Et même s'il y a des gens qui ont peut-être des croyances comme ça, c'est pas des choses qu'ils mettent en avant. Alors peut-être, comme tu disais, Il y, a, c'est il y a beaucoup de sounds qui sont des Rasta sounds. Chalice Sound, c'est un Rasta sound. Roots Meditation, c'est un Rasta sound. Solomon Heritage, c'est un Rasta sound. Tu vois, je peux en donner, j'en oublie parce que j'ai pas ça en tête. WVT, c'est des Rastaman. Tu vois, Step Addict, c'est des Rastaman. Tu vois, si on fait la liste, en fait, au final, on est beaucoup. Moi, ce que je peux te dire, c'est que si tu viens dans une de mes danses, je pense qu'il y a 99% de tunes qui sont sur Rastafari, qui parlent de Rastafari. Je pense vraiment que 99 tunes sur 100 ont un message sur Rasta, quoi. oui, 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 Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde s'y retrouve là-dedans, tu oui, vois. Parce que good music, c'est good music et good teaching, c'est good teaching. Tu vois, après, chacun l'absorbe comme il veut, chacun en fait ce qu'il veut, chacun se régénère comme il veut avec tout ça. Voilà, moi, je fais juste ce que je pense humblement être bon de faire, c'est-à-dire d'une part, de parler de Sa Majesté dans la musique et puis par ce que je dis au micro, et puis aussi, ça c'est autre chose, si on en parle du sound system, continuer à jouer traditionnellement, quoi. C'est-à-dire, mais même avec le label en ne sortant que des vinyles, ouais, justement, j'allais y venir. et en faisant, en jouant à une platine, en jouant maintenant avec des amplis à lampe, tu vois, en jouant en trois voix, voilà. Ça veut pas dire que c'est bien, c'est pas la question de dire que c'est mieux ou pas bien. C'est juste que c'est là-dedans que je me sens bien et c'est avec cet outil-là, parce que je considère le sound system comme un outil et pas comme une finalité, que je peux m'exprimer, que j'arrive à m'exprimer, tu vois. Avec le bon outil, généralement, si tu as un bon ciseau à bois, tu arrives mieux à graver le bois que, tu vois, que si tu as un tournevis. Donc, Et dans ce contexte-là, je pense que c'est un secret pour personne. Ton inspiration première dans le monde du sound system, c'est Jashaka, on est d'accord. ouais, entre autres, c'est Chaka, oui, oui, principalement. Parce que Chaka, pour moi, c'est une université, quoi. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, sur beaucoup d'aspects, euh, est inspirant. Je parle pas sur la personne en elle-même, hein. Moi, je suis pas, j'idolâtre personne, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que le message qu'il a toujours eu, que tu l'écoutes dans les années 70, 80, 90 ou 2000, ça a toujours été un message positif, rasta, de rassemblement, de fraternité, euh, de discipline aussi, de droiture, voilà, de conscience de beaucoup de choses. Et puis son son, il m'a toujours touché, quoi, parce que tu peux être dans une danse à chaka avec 40 box autour de toi et tu peux te parler à l'oreille. Alors, dis-moi, Euh, à ton avis, qu'est-ce qui fait que, parce que chacun c'est un son en Angleterre parmi plein de sons, qu'est-ce qui fait que lui, plus que d'autres, comment dire, il semble avoir, il semble s'être dégagé d'une certaine manière aux yeux des autres, hein. parce qu'il avait un but. Ouais. Mais tu Et penses que, son but, c'était juste je pense que son but, c'était juste d'uplift, d'éveiller sa communauté en premier lieu, et ensuite ça s'est développé à éveiller le monde en général, quoi. Tu vois, nous les Rastaman, on pense qu'on est un peu, c'est un peu Armageddon time en ce moment, quoi. Enfin, tu vois, depuis un moment, quoi, ce qu'on voit, quoi. Et en fait, bah, c'est pour ça que ce qu'on dit et la musique qu'on joue, c'est relevant, quoi. Ça éveille quelque chose quand même sur ce qui se passe autour de nous, quoi, tu vois. Et je pense que chacun, il a jamais fait de compromis non plus. C'est-à-dire qu'il avait une ligne et il l'a suivie, quoi. Et, euh, et, et je pense aussi que la sincérité avec laquelle il le faisait,
donner quelque chose. Mais ça veut pas dire que stéréographe ou tout ça était pas voilà. Ça veut juste dire que il y avait certainement aussi beaucoup de talent chez ce monsieur-là, tant au niveau musical qu'au niveau de production qu'au niveau du sound system. Je pense que c'est une recette complète, quoi. C'est un truc, voilà. Et puis je pense aussi énormément ce côté militant, quoi. C'est-à-dire Ouais. que c'est quelqu'un qui avait toujours un message à passer, quoi. Il venait pas juste pour jouer de la musique, quoi. Il venait. Quand si tu te rappelles, on allait à Paris début 2000 le voir au cabaret, tout ça et tout, et il jouait toujours les mêmes tunes. Et de la Presieja et trucs et tout. Et en fait, moi, ça m'a pris des années de comprendre, en fait, tu vois. Commencer par un Bob et tout ça. Et t'es youth, toi, et t'es là, et t'es en mode, tu l'as vu en Angleterre, et tu dis, mais what the fuck, tu vois, pourquoi, tu vois. Et en fait, non. Parce qu'en fait, l'éducation des gens en Angleterre, c'était pas la même que nous en France, quoi, tu vois. Donc, il venait et il jouait éducation. Il commençait par un Bob, et puis ensuite il jouait des Barry Brown, et puis ensuite il jouait un Presley Jazz Sizzla, tu vois. Voilà quoi, essayer de construire une vibe. Et puis après, bah, on tombait sur ce que nous on voulait tous à l'époque, à du gros stepper qui tape. Et en fait, non mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, bah, c'est comme toute chose quoi. Un papa, il te donne pas tout de suite tout quoi. Ouais. Il t'explique, tu vois, il te fait passer par certains chemins pour que toi-même tu réalises certaines choses. Et je pense que la force de Chaka, c'était ça quoi. C'était d'être un papa du centre quoi, tu vois, d'être quelqu'un qui venait, qui disait moi. Ce que vous voulez, ce que c'est pas vous qui allez, voilà, c'est pas vous qui allez faire la danse. En fait, je suis là pour enfin, make a joyful noise on Tuja et aussi vous éduquer et vous montrer, voilà, d'où vient cette musique dont on fait partie dans nos propres veines, quoi. Parce que chacun c'est ça, quoi. Tu vois. Donc voilà. Et justement, à ce sujet, récemment, toi et un son dont j'ai oublié le nom que tu vas pouvoir me... Yara, ouais. Yara au Canada. Comment tu dis, pardon? Yara. Gara, vous avez créé un site pour lui rendre hommage. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce site et son Ouais. objectif? Bah, l'idée, en fait, c'est moi, ça fait des décennies que je collectionne je collectionne, disons que j'archive les cassettes de Chaka parce que c'est bon, moi, je suis maraîcher à côté, hein, donc toute la journée dans les champs, bah, j'écoute du son et c'est toujours un bon accompagnant, quoi. Tu vois. En termes de vibration, en termes de rythme, tu vois, de vie, tout ça et tout. Et, et un jour, en fait, ça faisait longtemps que ça me trottait, en fait, depuis le départ de Chaka, ça me trottait de faire un mémorial, quoi, de faire une sorte de musée mémoriel, tu vois, pour Chaka, pour que justement cette université-là, alors pourquoi j'appelle ça une université? J'appelle ça une université parce qu'il y a du teaching, il y a de la musique, il y a de l'histoire, c'était le premier à nous parler de géographie, nous parler d'histoire, nous parler de tout ça. Chacun, ça ressemble beaucoup de choses, quoi. C'est pas que de la musique, quoi. Euh, et donc, je trouvais ça important que les nouvelles générations et les anciennes aussi, mais surtout les nouvelles générations qui ne connaîtront pas Chaka dans les danses, parce qu'il malheureusement il est parti, puissent avoir un glimpse, Un aperçu. ouais, une idée de, tu vois, de ce qu'était Chaka. Chaka, il n'y a jamais de bouquin qui a été écrit sur lui. Tout le monde est là, je veux un bouquin, je veux un bouquin. Le bouquin, pour un soundman, c'est ses sons, quoi. Donc là, sur ce site-là, donc on a mis des vidéos, on a mis des photos, on a mis sa discographie, et puis on a mis aussi des cassettes, les enregistrements, en fait. Et il y a quasiment 800 recordings pour l'instant. Il y en a d'autres, là, je suis pleine bourre à la ferme, mais genre, on a plein d'autres à upload sur le site. Et en fait, il y a quoi de tel pour connaître Chaka que d'écouter 70, les cassettes 70, les cassettes 80, les cassettes 90 et 2000, et tu verras l'évolution, tu verras que c'est pas la même chose, quoi. Et, euh, et je pense que en fait, c'est important. Voilà, c'est au-delà de nous le comment dire le respect qu'on a pour lui. Je pense que c'était important qu'on comprenne que je vais essayer de dire ça en étant politiquement correct, que en fait, Chaka a disparu, mais qui sera jamais remplacé par qui que ce soit de sa famille ou quelqu'un d'autre. Euh, et que euh,
et que sa mémoire, elle doit continuer, mais au-delà de sa mémoire, c'est son travail quoi, qui doit continuer à être écouté. Euh, et ça, pas forcément avec des répercussions financières, mais plutôt en termes d'éducation pour la nation. Quoi. À l'époque, moi, il y a eu une danse en 2011 où il avait demandé aux gens d'arrêter d'enregistrer parce qu'il y avait des gens qui vendaient ces cassettes. Et c'est encore le cas. Hein. Tu vas dans des danses aujourd'hui, il y a des CD qui se vendent de lui. Il y a à Camden, il y a des gens qui vendent des clés USB à 30 pounds, tu vois, remplies de sessions de Chaka. Et Chaka avait arrêté. Quand j'avais vu Chaka, Ça a tu coupé. me vois. Ouais, ça a coupé, c'est bien ça. Euh, Ah, donc non. à l'époque, je lui avais demandé, quand je l'avais rencontré en 2013, je lui avais demandé pourquoi, c'est quoi le problème avec les tapes? Parce qu'on sait tous que tu as toujours permis à ce que les gens ils enregistrent tes cassettes. Et il m'avait dit, moi, ce qui me dérange, c'est que les gens vendent ma musique et que j'en sois pas le bénéficiaire. Quoi. Ça me dérange pas que les gens écoutent ma musique. Ça me dérange pas que les gens se passent les tapes les uns entre les autres, mais je veux pas qu'on fasse du business dessus. Donc D'accord. nous, on a monté ce site dans cette idée-là de continuer son travail, mais sans que ça puisse être téléchargé. Donc tu vas sur le site, tu peux écouter, mais sans télécharger en fait. Ce qui fait que derrière, il n'y a personne qui va le mettre en CD et aller le vendre. Quoi. Oui. Euh, voilà, donc on a monté ça vraiment dans une idée de mausolée, quoi, tu vois, de mémorial, quoi. D'accord. OK. OK. Donc, c'est pour pouvoir témoigner de son travail et donner l'occasion aux gens de le vivre d'une certaine manière à travers ces enregistrements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux connaître à propos de Chaka, bah, tu peux aller de toute façon sur YouTube, SoundCloud, Dailymotion, tous les trucs, les plateformes. T'as Record the Dance, t'as ce que tu veux. Il y a des pages et des pages de sessions de Chaka. Donc, en fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'était juste regrouper tout au même endroit. Euh, parce que effectivement, aujourd'hui, quand tu regardes la page officielle de Chaka, quand tu regardes des choses officielles de Chaka, bah Chaka, il n'existe plus en fait. Ça a été remplacé par quelqu'un d'autre, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est que la legacy de Chaka continue. Je parle entre autres de Young Warrior. Young Warrior est très talentueux et c'est très très bien ce qu'il fait. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, ce qu'on veut pas, c'est que Chaka disparaisse et que l'accès à Chaka soit coupé. Donc du coup, on s'est permis de faire ça. On a eu des contacts avec Young Warrior qui n'ont pas été très agréables d'ailleurs. Mais voilà, on a décidé que pour le bien de tous, c'était important qu'on puisse avoir ce lieu-là à la fois de recueillement, de souvenirs et puis de continuité, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que chacun never die, quoi. Tu vois, Oui. Et puis, chacun son travail sera toujours là. vous ne faites pas de business avec, donc a priori, il Non, on devrait. fait pas de business avec, non. Non, non, même, je vais être franc, hein, ça nous coûte beaucoup d'argent. Parce que du coup, vu que bah, tu peux pas télécharger, quand tu écoutes une tape de 3 heures, bah, tu l'écoutes en ligne, quoi. Et tout ça, c'est de la bande passante. On a eu coupé le site à un moment. Le jour où on l'a coupé, il y avait plus de 100 personnes en ligne. Donc, tu vois, chaque mois, ça nous coûte un petit peu d'argent, quoi. Tu vois. Mais voilà, on a chacun des moyens de financer ça. On fait de la musique, tu vois, il y a les records, il y a plein de choses qui, voilà, on trouve de toute façon, et peu importe ça nous regarde de toute façon, on trouve que c'est important que les gens puissent avoir un lieu où ils vont. Et c'est important, c'est pas que les cassettes, quoi, parce que sur le site, tu as aussi des vidéos avec beaucoup de teaching, d'interviews de chacun où tu comprends d'où il vient, pourquoi il a fait ça, comment il le faisait et quelle était l'idée, quoi. Tu vois voilà, chacun dans une vidéo, il dit, on lui demande, mais pourquoi les gens aiment Chaka et pourquoi les gens vont voir Chaka, et il répond parce qu'on est basé sur un ensemble de principes. Voilà. D'accord. Et je pense que ça, c'est important, quoi. C'est quelqu'un qui a jamais changé ses principes, quoi. Et ces principes, c'est les principes de Rastaman, quoi. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à essayer de chercher sur quels sont les principes du Rastaman, quoi. Quelle est l'essence même de Rastafari, quoi. Tu vois, de ce mouvement-là, quoi. C'est vrai qu'il y aurait, on pourrait en parler de toutes ces choses et c'est assez, enfin, c'est très intéressant dans tous les cas, mais c'est vrai que c'est un, comment dire, un sujet à part entière
plusieurs sujets même pour. Ouais, et puis c'est un peu, ça sera peut-être un peu le sujet polémique de cette vidéo parce que il y a peut-être des gens qui considèrent que ce qu'on fait c'est pas juste. Peut-être des gens qui considèrent que ce qu'on fait c'est très bien. Voilà, nous on a pris le parti de faire ça parce que c'est important pour la communauté, c'est important de continuer à faire vivre Chaka. Alors que depuis son décès, depuis plus de 3 ans, on n'entendait pas grand-chose sur cet homme-là. Donc, du coup, voilà, nous, c'est notre parti pris. Voilà, des fois, il faut prendre ses responsabilités. On les a prises et on continue le truc pour que, effectivement, on puisse continuer, nous les premiers, et puis tout le monde, à pouvoir écouter, lire, comprendre, regarder les artworks des albums de Chaka qui sont assez impressionnantes. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à comprendre et à voir dans le travail de Chaka, quoi. Ok, ok. Bon, pour revenir un peu à toi et ton parcours, Mhm. tu parlais tout à l'heure de la tradition. Un truc que j'ai remarqué avec ton son, avec la sono, hein, le côté sono, c'est que tu as assez souvent changé de format. C'est-à-dire scoops, pas scoops, double basse. Là maintenant, là on est sur de la lampe. Tu peux nous en dire un peu plus sur comment dire, ces évolutions et Ouais. le pourquoi du comment, pour que les gens comme moi qui sont pas super forts en technique, on comprenne un peu mieux, quoi. Non, bah c'est à première vue comme ça, les gens ils voient ça et ils disent ouais, le gars il change tout le temps. Truc, voilà. Non mais tu vois. Et puis bah en fait, moi j'ai pas la science infuse. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a plein de gens qui peuvent me dire ouais, cet ampli là il est bien, ouais, ce préampli là il est bien, ouais, ce caisson il est bien, super. Tant que je l'ai pas essayé, j'en sais rien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, vu que je construis moi-même depuis des années, hein, bah, j'ai essayé. Ça faisait longtemps que je voulais me rapprocher de ce son à lampe qui pour moi est une finalité, hein. Je pense pas, hein, on ne peut jamais dire jamais, mais je pense pas que je repasserai à autre chose, sauf pour des problèmes techniques. Mais ça faisait longtemps que ce son à lampe me chauffait. La problématique, c'est que j'ai toujours habité loin de Londres, que trouver des vieux amplis et les faire réparer quand tu es en France, c'était une galère pas possible. Et puis j'ai rencontré Paul Hope, avec qui on s'est associé pour réussir à faire des amplis qui fonctionnaient sur ce que je voulais aussi d'un ampli à lampe. Parce que les amplis à lampe, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc moi j'ai beaucoup changé, j'ai eu des doubles 38, des doubles 46 parce que bah, je voulais avoir cette rondeur que le basse réflexe amenait, mais le problème c'est que bah, quand tu joues en plein air, bah, il suffit de 4 scoops à côté et tu te fais tartiner. Donc, tu vois, il y a tout un ensemble de choses qu'il fallait ajuster, quoi. Donc, je suis passé par des préamplis avec un bouton growl dessus qui n'était rien d'autre qu'un semblant de growl. Euh, Comment? C'est une distorsion. Voilà. Sauf qu'en fait, un ampli à lampe, il amène pas que de la distorsion, il amène aussi des harmoniques. Ça, les harmoniques, les créer avec un préamp, enfin, tu vois, avec juste un bouton, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai essayé plein de choses. J'ai eu des PowerSoft à l'époque, et puis j'ai eu des scoops grande chambre à l'époque où j'avais fait le Dub Club avec Dub Judah là, à Toulouse, la dernière danse avec UK Principal. Voilà, j'ai eu beaucoup de choses, et puis en fait, bah, c'était pas des sons c'était super tremblement de terre. Enfin, tu vois, c'était pas. Voilà, j'ai cheminé en fait, tout simplement, pour réussir à trouver ce qui me plaisait. Et aujourd'hui, je dois l'avouer, merci déjà, je suis le plus heureux du monde, quoi. J'ai vraiment. Alors après, ça plaît pas. Hein, c'est le son à lampe, c'est un peu crado, c'est pas ultra puissant dans le bas, c'est tout ça. Mais voilà, moi, je trouve que justement, je parle pour ma paroisse, j'ai trouvé le moyen d'exprimer les idées que je voulais exprimer proprement et parfaitement. Parce que bah, moi, aller dans une danse où on te pète les oreilles avec l'aigu, où la basse, ton nez et tes yeux, ils font comme ça parce que ça vibre, ça, c'est pas ce qui me chauffe. Et que je trouve que le son à lampe, c'est vraiment un son organique, quoi. C'est un son qui est vivant, qui s'exprime limite par lui-même, quoi. Donc voilà, mais pour répondre à ta question, ouais, je suis passé par plein de choses parce que
je viens aussi d'une époque où Internet, c'était les balbutiements, où si tu voulais un imprimante, il fallait aller en Angleterre. Enfin, tu vois, il n'y avait pas force. Enfin, je viens d'une école où si tu veux faire un truc, tu le fais toi-même, quoi. Tu vois, Rastaman est indépendant, quoi. Tu veux des scoops, bah, tu t'apprends à te les fabriquer, quoi. Moi, je suis pas menuisier à la base, hein. Puis j'ai fait plein de scoops pour tout le monde jusqu'aux îles Caïmans où j'ai été, euh, en Roumanie, construire des caissons pour les gens et tout. Mais parce qu'en fait, bah, quand tu veux quelque chose et qu'il n'y a pas, il faut le faire, quoi. Yes, yes, yes. Ouais, c'est intéressant. Et justement, ça m'amène à une autre question qui m'était venue. C'est que, bon, pourquoi j'y pense là, c'est que les amplis à lampe, ça pèse une tonne Mhm. à déplacer. Et j'ai remarqué depuis assez longtemps, Jam Militant, c'est un son où il y a, euh, enfin, je dis pas qu'il y a que toi dans le sens où, mais c'est un one-man sound d'une certaine manière. Mhm. Sûr, il y a des gens qui viennent t'aider, etc. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est par la force des choses? Euh, Ça n'a pas toujours été le cas. Je suis arrivé à Lyon, j'ai ouvert le sand à un frangin qui s'appelait Rutical Warrior, qui est rentré dans le sand. J'ai eu des MC comme Siméon, comme Hassen qui a pas mal tourné avec moi, comme Ras José à l'époque. Euh, Maintenant, je suis quelqu'un d'assez exigeant déjà, et puis ce qu'on fait, je considère ça comme un sacerdoce, quoi. Euh, c'est une mission, hein, ce qu'on fait, quoi. Tu vois, moi j'ai 12 basses. Là, tu vois, je vais jouer dans 3 semaines, je vais jouer un mois, je vais jouer à Barcelone avec 8 basses, un camion plein, je pars tout seul. Je tout ça. charge la sono tout seul, je la décharge tout seul et je pars tout seul. Parce que je suis à la campagne, parce que c'est compliqué de trouver des gens qui sont capables de laisser leurs enfants à l'âge qu'on a et de dire ah bah, je pars pendant 3 jours comme ça, tu vois, qu'il y a très très peu d'argent qui est quand même généré par tout ça, quoi, tu vois. Que je suis quelqu'un qui grave tous mes tunes, donc les dubplates ça coûte de l'argent. Tu vois, je réinvestis au moins autant, voire plus que ce que je gagne avec ça. Donc, c'est compliqué de trouver des gens qui ont la même implication et qui ont le même truc. Et puis, par la force des choses, ça s'est fait comme ça. Mais comme je te dis, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Il y a eu des gens Et puis, il y a eu des gens qui m'ont beaucoup aidé aussi. Tu vois la personne qui est derrière la tour de contrôle, mais tu vois pas les gens qu'il y a derrière. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont joué les Boxman, qui ont bougé pour moi, et je l'ai fait pour d'autres aussi, hein. Je l'ai fait pour Salomon Heritage, je l'ai fait pour Salomon l'a fait avec moi. Enfin, tu vois, ça a toujours. Ce que tu vois, c'est comme Chaka, hein. On parle de Chaka tout à l'heure. Chaka, c'est un man derrière le truc, mais il y a un crew de 10 personnes derrière. Euh, Tu vois. Donc voilà, tu vois pas toujours les gens et tout, mais voilà, c'est une implication aussi, c'est beaucoup de finances, c'est beaucoup de gestion. Voilà, production, plus le sound system, plus le côté technique, plus mes activités professionnelles et maritales, et enfin, tu vois, ma vie à côté. Il y a un moment, les journées, elles font 24 heures, quoi. Donc, il faut pouvoir tenir le truc aussi, et c'est pas le cas de tout le monde, ou l'envie de tout le monde de s'impliquer à ça, quoi, tu vois, à ce niveau-là, quoi. alors, Donc, donc voilà. justement, tu parlais à l'instant là de graver des tunes. Ces dernières années, on a vu l'arrivée d'un nouveau format, entre guillemets, le polyvinyle. Par Mm. rapport à avant, on n'avait que l'acétate. Mm. Est-ce que tu continues à graver en acétate ou c'est polyvinyle? Moi, je gravais acétate avant. Je grave polyvinyle essentiellement maintenant. Bah, c'est comme toute chose, il faut essayer de trouver la meilleure qualité, quoi. Ouais, Il y a quelques années, la qualité du polyvinyle, c'était pas génial, quoi. Et maintenant, on a des gens qui savent vraiment bien faire, quoi. Qui ont la machine, qui ont l'oreille. Pareil, quand je fais graver, il y a toujours un pré-master qui est fait. ouais, C'est pas juste tu sors ton ordinateur, tu graves dans la machine et voilà. Euh, En fait, la machine, elle va te donner ce que tu lui donnes, quoi. Si tu lui donnes un master pourri, le polyvinyle est pourri, quoi. ouais. Donc voilà, mais oui, oui, moi je travaille à 99% avec Kingston Connection, Jacques. Et D'accord. je travaille avec plus de 10 ans avec lui, qui est quelqu'un de fantastique, déjà humainement, mais du côté humain, qui est vraiment quelqu'un de très, très compétent.
là-dedans, qui a le matériel et qui investit dans le matériel, parce que c'est pas que la graveuse, c'est les monitorings, voilà, c'est quelqu'un qui est capable de graver puis de s'arrêter parce qu'il faut reposer l'oreille, parce que tu vois, quelqu'un qui prend ça très 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 au sérieux, qui est compétitif aussi en termes de finances. Donc j'ai beaucoup de chance. C'est un peu comme les amplis à lampe. Si j'avais personne, je travaille aussi avec Henri de Dub Studio à Bristol. Mais maintenant, avec le Brexit, les taxes et tout, je travaille de moins en moins avec lui. Mais c'est pareil, c'est quelqu'un qui est très, très, très doué pour faire ce qu'il fait. Euh, mais voilà, ça fait partie de mon côté tradition. Ça ne veut pas dire que c'est la panacée, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, mais je grave toutes mes dubplates, je joue de temps en temps des CD quand j'ai pas le temps d'avoir gravé le truc. Et pareil, mes productions, elles sont en vinyle parce que je défends le vinyle. Voilà. Et que j'ai pas envie que le vinyle s'arrête. C'est tout. C'est pas pour dire mon artiste ceci ou pour dire ouais, je veux pas que tu copies ou nanana ou les pirates ou quoi. Tu regardes tous mes tunes, ils sont sur YouTube x15, c'est pas le problème. Le problème, c'est juste c'est qu'est-ce que moi, en tant que propriétaire d'un centre, quelle ligne je donne à ce que je veux faire. Et ce que je veux faire, c'est mettre en avant le vinyle, quoi. Voilà. Justement, c'est une bonne transition. C'était un peu là où je voulais en venir avec cette première question. C'est depuis un certain nombre d'années maintenant, tu as ton label aussi, Mhm. Militant Music. Ouais, depuis 2010 ou 2011, ouais. Ouais. Et alors, parle-nous un peu, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir produire et comment ça s'est passé au début? Euh, Qu'est-ce qui m'a poussé à produire? Alors déjà, moi, je suis producteur exécutif. Ça veut dire que concrètement, en fait, moi, je mets des gens en rapport, des musiciens en rapport, et je m'occupe de sortir leur musique sur un format qui est le vinyle. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que l'idée, c'était de sortir essentiellement des gens qui n'étaient pas trop connus dans le milieu et de leur faire une sorte de highlight, tu vois, de les mettre un peu en avant avec une musique qui, bien sûr, me touchait et que je trouvais positive et qui reflétait mon sound system. D'ailleurs, si tu regardes les premières releases et l'évolution de Jam Militant, il y a mon évolution musicale dedans, quoi. Il y a eu des gros steppers qui tapaient, ensuite il y a eu de la mélodie. Aujourd'hui, on est sur des trucs qui sont plus jouables sur des lampes avec des basses prédominantes et très minimalistes. Voilà, c'est aussi l'histoire de mon évolution musicale, quoi. Donc voilà, j'ai sorti Atman par exemple, qui avait sorti peu de vinyle. J'ai sorti le premier vinyle de Ashanti Silla, Bunnington Judah qui avait sorti très peu de choses à l'époque, le premier vinyle de Bushman qui faisait des dubs pour ABBA que je connais depuis des années. Euh, Comment? Pas le même Bushman qu'en Jamaïque. Non, c'est pas le Bushman Jamaïque, c'est Scott, c'est Bushman Angleterre, Bushman Studio, qui faisait des dubs, qui est assez connu légendairement parce qu'il faisait des dubs pour ABBA, qui étaient des dubs assez mystiques, quoi. Donc voilà, Brizayon, tu vois, je sais pas, Wilty, voilà, pour qui on a sorti les premières releases. Euh, voilà, l'idée c'était un peu de mettre en avant des gens qui n'avaient pas forcément la possibilité de le faire ou pour qui je trouvais que c'était pertinent en fait de sortir une musique qui me touche quoi. Voilà, donc après à l'époque où j'ai commencé en 2010, on était peu hein, à faire ça. Je sais pas, les labels français. D'ailleurs, ça se voyait sur le nombre de ventes aussi. Euh, les distributeurs, à l'époque, ils nous prenaient 500 copies d'un coup. Aujourd'hui, s'ils te prennent 50 copies ou 100, waouh, c'est la teuf. Ouais. Donc, voilà, c'était une autre époque, quoi. C'était un autre moment qui était bien. Et puis aujourd'hui, c'est bien aussi, tu vois. Et donc là, Voilà, il y a plus de choix aujourd'hui, quoi, tu vois. tu dirais qu'aujourd'hui, c'est plus difficile comment dire, c'est moins viable que ça l'était Ah, financièrement. clairement, clairement, clairement. Déjà, le prix du vinyle est très cher, tant à la presse qu'à l'achat, donc ça reboot beaucoup de gens. Quand tu dois payer 15 balles un maxi ou 16 balles un maxi et qu'il faut mettre 10 balles de frais de port derrière, et que tu reçois ton maxi vaut 25 balles, 25 euros, quoi. Enfin, tu vois, on n'est pas tous ingénieurs ou, tu vois, on n'a pas tous des revenus. Voilà, j'ai rien contre les ingénieurs, hein, mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même, t'achètes 4 morceaux, c'est 100 balles, quoi. Et ouais, et 4 justement, morceaux, c'est 100 balles. c'est l'occasion de mettre en avant ton tout dernier morceau là. Yep. Il est sorti quand ce dernier tune là? C'est très récent Bah, là. il est sorti il y a 10 jours. Ouais. Ouais, ouais. Donc Eastern Roots, Tribe of Dan. Voilà. Eastern Route, c'est un frangin qui s'appelle Vivek, qui fait de la musique à Londres.
et qui fait de la musique depuis très longtemps, qui joue dans les sound systems depuis pas mal de temps, qui a fait quelques releases. J'avais déjà sorti un morceau de lui il y a quelques années qui s'appelait Zulu March. Ok, ouais. Il y a celui-là qui sort, puis j'en ai un autre de lui à sortir, mais je sortirai dans quelques mois pour passer un peu à autre chose aussi. Mhm. Euh, voilà, l'idée c'est de faire les 45 tours parce que c'est aussi un format qui est plus accessible financièrement. Et puis en envoi, par exemple, ça coûte moins cher. Voilà, tu vois, on est obligé de réfléchir à plein de trucs. Je vais donner un exemple. Hein, j'envoie deux maxi en Belgique, c'est 30 euros, quoi. C'est 29 euros de frais d'envoi, quoi. Tu vois, donc si tu passes par la poste, donc tu vois, aujourd'hui on n'est pas juste producteur de musique, quoi. On est producteur de musique, financier. Euh, Administrateur de la poste, tu vois, il faut gérer les taxes, il faut gérer tous ces trucs-là. Donc, voilà, c'est plus compliqué. Et puis, comme je disais, tu vois, à l'époque, David en Angleterre, tu lui proposais un vinyle, bah, il te prenait 400, 500 copies d'un coup parce qu'en fait, il avait 10 personnes qui lui proposaient dans le mois des tunes. Aujourd'hui, il a 10 personnes par jour qui lui proposent des tunes. Donc, la donne n'est pas la même. Les gars, ils n'ont pas des hangars qui font 6 kilomètres. Voilà, c'est plus complexe, quoi. Donc, on est plus amené à distribuer nous-mêmes aussi, alors qu'avant, on le faisait pas du tout. Je parle au début. Voilà, c'est une donne qui a changé, quoi. Le nombre de copies, je vais être franc, hein, les premiers vinyles, c'était 1000 copies minimum, quoi. Aujourd'hui, on en fait 500, on en vend 500, on est content, quoi. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu penses que le fait d'être producteur en plus de Soundman, c'est une façon aussi de, comment dire, de susciter de l'intérêt au-delà de sa zone d'action principale? Par exemple, toi, tu es basé en France et maintenant, on voit que tu voyages carrément partout dans le monde, quoi. Tu étais Ouais. aux États-Unis, au Canada, à l'autre bout de l'Europe. Est-ce que ça, c'est lié à l'activité production ou est-ce que tu penses que c'est comment dire, le résultat un peu du fait d'être... Peut-être, je pense qu'aujourd'hui, forcément, si tu vois le nom passer plus souvent, tu es plus enclin à te dire, tiens, je vais me rencarder sur qu'est-ce que fait la personne. Maintenant, moi, j'ai pas de valeur, j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas de, tu vois, je fais vraiment, moi, j'ai un métier à côté, enfin, tu vois, je veux dire, je suis très heureux dans le maraîchage, enfin, tu vois, euh, le sound system, je le fais par purpose, quoi. Je sais pas comment dire en français, mais tu vois, je le fais pour une cause, quoi. Je le fais pas. Enfin, demain, moi, je fais plus de sound system. Bon, bah, tu vois, je vais pas. Demain, on me fait plus jouer. Je serai pas là à pleurer parce que je joue plus, tu vois. J'ai du plaisir à jouer, j'ai du plaisir à rencontrer les gens, j'ai du plaisir à m'exprimer, mais je le fais pour une raison, quoi. Je le fais pas pour. Donc après. Pareil, la production, quoi. Je le fais parce que je trouve que les morceaux que je sors, ils sont pertinents, ils ont quelque chose à dire. Euh, Moi, tu sais, je fais rien. Hein. Enfin, tu vois, faut être franc. Hein. Moi, je passe des disques sur une platine. C'est pas ouf non plus, tu vois. C'est pas Einstein. Et puis la production. Moi, je suis pas musicien, quoi. Tu vois, je produis. Hein. Moi, j'ai mon studio, je compose un peu, je mixe un peu, tout ça. Mais je te ferai pas écouter. Enfin, tu vois, on n'est pas sur les mêmes levels, quoi. Tu vois. Donc voilà, c'est vraiment pas pour me mettre en avant, c'est plutôt pour mettre en avant soit un message, soit des artistes, quoi, qui ont des choses à dire, quoi. Tu vois. Non, non, c'est vrai. Après, je veux pas te contredire, mais je veux dire, c'est comme la cuisine, quoi. N'importe qui peut faire la cuisine, mais c'est celui qui met les bons ingrédients au bon moment, qui est, qui fait le meilleur plat, quoi. Donc, si quelque part... Ouais, mais tu sais, des cuisiniers, il y en a plein qui sont bons, tu vois. Et c'est Oui. ça, tu vois, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est ça que je trouve génial dans ce qu'on fait, c'est que euh, il y a beaucoup de sound en France, en Europe et dans le monde, et je pense qu'il n'y a pas un sound qui se ressemble. Et c'est pour ça que tu as des gens qui sont des Shaka Heights, des Chalice Heights, des Militant Heights, des Salomon Heights. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, je pense que un sound s'aguerrit quand il a développé son identité. Et c'est ça qui est sympa. Euh, OBF, ils ont leur identité de ouf. Blackboard Jungle, ils ont leur identité de ouf. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Et c'est ça qui est bien. C'est que du coup, euh, tout est agréable. Et puis, tu peux te dire, bah tiens, moi, ça me parle plus. Ce type de son, comment c'est joué, la sonorité, l'animation, ce que tu veux.
voilà, ça me touche plus, quoi. Et c'est ça qui est cool, en fait, dans ce qu'on fait, quoi. C'est que bah, chacun peut raconter son histoire, chacun peut s'exprimer à sa manière et développer ce qu'il a à faire. Donc après, euh, est-ce que c'est un talent? Est-ce que c'est juste quelque chose qui est un prolongement de nos mains? Tu vois, je sais pas, quoi. Tu vois, je sais pas dire parce que comme je te dis, au final, on joue de la musique. Moi, je joue de la musique comme j'ai appris à écouter de la musique, comme l'amour que j'ai pour la musique. Demain, je joue plus ensemble. J'aurai toujours mon studio où je rincerai pendant 3 heures, tu vois, et où j'ai été obligé de faire un studio à côté de ma maison parce que ma femme en pouvait plus tu vois. Elle adore le reggae musique, mais tu comprends ce que je veux dire. On a une façon de voir le truc et de reproduire le truc qui est quand même assez particulière, quoi, tu vois. Ouais, Donc, voilà, je pense que tous les gens qui font ça, tu parles des cuisiniers, moi je parle des soundman, je pense qu'on est fondamentalement amoureux de cette musique et de ce qu'elle peut créer en nous et créer chez les gens aussi, tu vois. Ce que ça peut répercuter chez les gens, quoi, tu vois. et justement, je te disais à l'instant là que tu étais allé au Canada, aux États-Unis, c'est des endroits où le son de système tel que nous, en Europe, l'envisage, c'est pas trop leur habitude, c'est pas trop leur tradition. Euh, Non. Notre tradition du son, hein, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, hein, que les auditeurs ne me mettraient pas à dire que je dis qu'il n'y a pas de son de système, mais la manière dont c'est fait ici, c'est peu commun là-bas. Comment est-ce que toi, t'as Bah, vécu? déjà je vais big up le frangin Yara et puis les centres qui sont là-bas, Bric-à-Brac et tous les gens que j'ai rencontrés là-bas. Au Canada, entre autres, et aux États-Unis, aussi Beatdown Sound à Chicago, qui est Serious, mais de chez Serious. Euh, c'est pas une c'est pas une culture installée là-bas. C'est pas quelque chose qui est installé comme nous, c'est installé depuis 20 ans ou 30 ans ici. Donc les gens qui font ça, c'est des pionniers. Euh, moi, tu vois, je vais t'expliquer l'histoire de Chicago. Tu vois, je vais jouer à Chicago. Euh, et j'arrive, en fait, ils font des basement sessions, donc c'est dans des sortes de garages, tu vois, de grands garages. Et je me retrouve à jouer, j'arrive, il y a 2 platines, vinyle, un casque, et puis la sister qu'elle a, je commence à jouer, et elle me dit, mais tu prends pas le casque? Et je dis, bah non, moi j'utilise une platine, je joue une platine. Et là, t'es quand même dans Southside Chicago, qui est le quartier black, tu vois, Black is Beautiful partout, tout ça, où c'est un quartier où Luther King avait l'habitude de venir, où tu vois, c'est ancré culturellement fort, tu vois, et où tu te retrouves dans la danse et tu as 15 OG qui sont comme ça devant toi, en train de te regarder, des locks jusque par terre, tu vois, et tu te dis, bon, ils doivent se dire, qu'est-ce que le petit blanc, il fait avec juste une platine, en laissant des blancs entre les morceaux et en parlant de choses conscientes et positives. Et en fait, bah, ça prend du temps, tu vois, d'installer une danse et de faire comprendre cette façon de jouer, quoi, tu vois. Euh, et où, contrairement, moi, j'ai vu des gens avant en première partie qui ont joué 2 platines et qui ont mixé du reggae comme jamais j'avais entendu, quoi, tu vois. Parce que, euh, parce que quand même, enfin, tu joues un Dennis Brown et un Burning Spear derrière, ça reste du reggae, mais c'est quand même pas tout à fait les mêmes rythms. C'est pas, enfin, tu vois, c'est compliqué de mixer tout ça, quoi. C'est un vrai skill aussi, quoi. Donc c'était étonnant et puis la danse s'est super bien passée. On a fini tous on était 100 ou 150, 100 je pense dans la danse avec à se parler à la fin de la danse, tu vois, en mode basement à la maison, quoi, tu vois. Donc c'était une vraie rencontre, c'était très chaleureux, mais il a fallu casser la glace, il a fallu, tu vois, c'était assez compliqué, quoi. Alors je sais qu'il y a Dubstyle, je sais pas comment on dit Dubstyle ou Dubstyle à New York qui font ça. Voilà, je sais qu'il y a quand même des choses qui se passent, hein, faut pas croire, il y a des choses qui se passent, mais il y a LA Charge en Californie, je crois, qui aussi sont avec Brother Akashic là, qui sont, voilà. Mais c'est vrai que voilà, Canada, pareil, c'est des danses qui sont plus petites. Euh, mais voilà, je pense que reggae international, quoi, ça parle à tout le monde en fait, tu vois, donc c'est une question de temps. Ouais, c'est rigolo parce qu'en fait, les États-Unis et le Canada, du fait de la proximité avec la Jamaïque, leur histoire, c'est plus justement les sounds comme ça se faisait plus ou moins en Jamaïque, parce que les gens et les artistes qui partaient habiter à New York, comme tu disais, ou à Toronto, ou je ne sais où, ils amenaient ce côté-là. Et c'est rigolo de voir que finalement, ce qui s'est développé en Angleterre
avec une autre sorte de branche, si on veut, une autre façon de vision, par d'autres immigrés jamaïcains, ça fasse une sorte de retour dans ce sens-là vers l'Amérique du Nord et de montrer Mais un autre. je pense que eux, enfin, tu vois, Willie Williams, il habitait à Halifax à Toronto et puis à Halifax pendant longtemps. Quand j'étais là-bas, j'ai rencontré King Culture, qui est un producteur légendaire. Dans la danse, quand on a joué à Toronto, il y avait quand même Jerry Brown du label Summer Records, qui est une pointure euh, emblématique de reggae musique, tu vois. Je pense qu'en fait, la diaspora, elle est partie aux États-Unis, elle est partie en Angleterre, mais tu vois, pas que en Angleterre pour revenir aux États-Unis après, quoi. C'est juste que euh, j'ai pas de connaissances sur ça, mais ça s'est plus développé en Angleterre, effectivement. Est-ce qu'il y avait beaucoup de centres dans les années 80, 90, même 70, au moment de l'émigration jamaïcaine? Je sais pas trop. Je sais qu'il y a eu beaucoup de sons qui ont été produits, tu vois. Frankie Paul a produit pas mal de trucs à New York, tu vois. On voit le tune We Rule, il a été fait à New York. Euh, Il y a, il y a- il y a quand même eu beaucoup de choses qui sont passées aux États-Unis à l'époque, mais c'est aujourd'hui, dans le temps présent, côté sound system est plus en retrait. Tu vois, après, on peut big up le frangin Rascouche, tu vois, ou Abashaka, qui à New York joue depuis plus de 30 ans. Tu vois, il y a Wakiz qui est là-bas, il y a des grosses fondations quand même qui sont là-bas, mais c'est vrai qu'on en entend moins parler, on voit pas des grosses danses comme en Europe. Mais il faut être franc aussi, les danses qu'on fait en France, tu les vois pas en Angleterre aujourd'hui. Il y a que Chaka qui faisait des danses à 1000 personnes. Enfin, tu vois, même Abba, quand il joue aujourd'hui, il y a 500 personnes, quoi. Enfin, tu vois, je rabaisse rien du tout. Mais je pense que l'hégémonie de l'Angleterre, c'est fini un peu, quoi. Enfin, tu vois, je ne vais pas dire que c'est fini. Les gens vont dire que je suis radical. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à ce qu'ils ont connu avant, tu vois, les University of Dub, les trucs comme ça et tout. Bon, bah, aujourd'hui, c'est plus compliqué pour eux de trouver des venues, tu vois, de faire des grosses danses et tout. Et par contre, tu vas dans des festivals ici où tu fais des grosses danses, les Nantes Dub Club et tout ça, où tu as 1500 personnes. Bah, c'est des choses que tu vois quasi que en France, tu vois. Ouais, J'ai peut-être tort, hein, tu vois, j'ai peut-être tort, je sais pas, mais je trouve que. moi, je pense que ce que tu dis, c'est vrai, dans le sens où, et d'ailleurs, l'année dernière, je me suis un peu fait fustiger parce que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais fait un petit recensement, pas complet, mais des sons qu'il y avait en France, et j'avais recensé pas loin de 500 sons avec des sonos, enfin, ce qu'on n'entend pas vraiment par son système, petit ou à massif, quoi. Et j'avais mis sur un groupe un mot en disant, je crois que c'est en France où on a le plus de son système actifs de nos jours en Europe. Et là, il y a plein d'Anglais qui étaient là. Qui c'est celui-là qui vient nous dire ça, etc., etc. Mais je crois que c'est, en tout cas, peut-être qu'il y a encore des sons qui existent en Angleterre, mais c'est sûr qu'en France, on a un truc qui se passe, enfin, qui continue d'ailleurs de se passer, parce que c'est pas nouveau, hein. Ça fait quand même déjà 15, bien 15-20 ans qu'il y a vraiment cet engouement pour les sessions son système. Et comme tu dis, faire des soirées à 1500 personnes ou avoir des dub corners dans les festivals où tu as des Blackboard Jungle ou des Legal Shot ou je ne sais qui arrivent avec 12, 18, 24 scoops. Je vois pas trop ailleurs où est-ce qu'on fait ça, quoi. Et puis, je pense que tu en as parlé un peu tout à l'heure aussi, et on en a parlé culturellement. Nous, on n'est pas d'une culture compétition, quoi. Les Anglais, ils ont connu le sound system par la compétition. Les Jamaïcains, pareil. Donc, je pense que tout ça, c'est aussi un peu, voilà, c'est le truc. Mais tu sais, quand tu m'as proposé de faire l'interview, la première chose que je me suis dit, c'est faut que je fasse attention. Je veux surtout pas de polémique. Je veux surtout pas de gens qui viennent dire ah ouais mais il a dit ça, mais tu vois. Voilà, moi je suis juste là pour parler de mon expérience. Je te remercie d'ailleurs. Tu me l'aurais pas demandé, je l'aurais pas fait, et puis ça aurait pas changé grand-chose à l'histoire. Mais l'idée, non, je pense que voilà quoi. Quand on dit un truc, c'est pas forcément contre quelqu'un quoi, ni pour quelqu'un quoi. C'est juste ou une opinion ou des faits. Et puis voilà. En Angleterre, il y a beaucoup de sand. Et puis je peux dire un truc par contre en Angleterre, tu vois par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de sand et qu'on a souvent vu toujours les mêmes. Alors que tu prends Solution, tu prends Jahammer, tu prends plein de sons comme ça qu'on voit pas souvent et qui sont
et je vais en donner un exemple particulier, c'est Messenger, quoi. Je pense que si je peux emmener les gens à regarder un sound aujourd'hui en Angleterre, c'est aller voir ce que fait Messenger Sound System et Messenger Movement Music, qui sont par HR là depuis les années 90. C'est les youths qui ont repris. Et voilà, et le travail qu'ils font, c'est C'est le même, fantastique, quoi. c'est le même Messenger, parce qu'il y avait un Messenger Sound à Cardiff. C'est le même? Je sais pas s'ils sont de Cardiff, ça c'est une bonne question. Je pense Je sais que c'est le frangin Lox, là, ils ont un label aussi. Et puis il y avait HR à l'époque, HR Messenger qui tenait le sound, quoi. Toujours avec des box vert, jaune, rouge, pas des scoops. Là, ils viennent de passer au scoop, mais tu vois, avec des box assez à l'ancienne, où c'est vraiment leur credo, c'est on joue pour Ja, on joue pas pour les gens. Alors, c'est assez provoquant comme ça, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que on vient pour prendre une culture, quoi. On vient pas pour vous faire plaisir, quoi. Si on n'est pas un jukebox, quoi. Si demain tu viens nous demander de jouer Bob ou ceci, cela, on te dira non, on joue ce qu'on pense bon de jouer à tel instant, quoi. Tu vois, voilà. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est, tu vois, voilà, comme des centres comme NTB qu'on voit heureusement de plus en plus, mais qui sont là depuis des générations et qui sont voilà, qui sont fantastiques dans comment ils s'expriment, tu vois, Jayout à l'époque, tu vois, des centres comme ça. Et pourtant, la grande Dream Team qu'on voit, c'est pas forcément eux tout le temps, quoi. Et encore moins en Europe, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est Donc, vrai que, tu vois, il y a toujours eu des ligues un peu, tu vois, des trucs qui se sont passés comme ça. Bon, je bah, pense que tout le monde peut on le voit notamment dans un bon exemple de ça pour les gens qui veulent peut-être mieux comprendre ce que tu dis au niveau de cette histoire de compétition. Ils peuvent regarder le film Babylone, où on voit justement toute l'histoire du film. C'est le clash qui se passe à la fin entre Shaka et Lion Youth Sound, je crois que ça s'appelle. ouais. Et c'est rigolo parce qu'en fait, ça montre, enfin, bien sûr, c'est, comment dire, c'est dramatisé, c'est un film dont une partie du but, c'est quand même d'amuser les gens, enfin, de passer un bon moment en regardant ça. Mais c'est quand même une petite tranche, quelque part, relativement fidèle de ce qui s'y passait. Et on voit justement que, comme tu dis, si les deux sondes, ils sont, comment dire, on se dirait plus ou moins dans la même idée, quoi. On joue de la musique, on a un sono, on joue pour notre communauté. Quand ils se rencontrent, ils sont pas amis, quoi, en fait, hein. C'est vraiment une compétition. Et l'idée, c'est de dire, à la fin, c'est moi qui ai remporté la soirée, quoi. C'est moi qui ai montré que notre son, nos dubplates qu'on a achetés venus de Jamaïque dans le film, en tout cas, c'est venu de Jamaïque. C'était les dubplates qui étaient les plus, comment dire, en vue, etc., etc. Et ça, c'est vrai que ce côté-là, on l'a pas du tout en France, en fait. Mais tu sais, et puis je pense que moi, à l'époque, il y avait des stands qui se faisaient à l'époque où il y avait Ja Voice, qui s'appelle Orthodox 38 maintenant. Il y avait Gavin à l'époque dans le stand en plus. Je me rappelle d'une danse qu'ils ont fait à London ou avec Iration, où c'était genre en mode Iration, il lui dit ouais, je pourrais te jouer des tunes dans ton casque que je te botterai le cul quand même. Tu vois, non mais tu vois des trucs un peu rough et tout. Et en fait, à la fin de la danse, les gars ils se serrent la main, c'est des potes, ils se Oui, connaissent depuis des pas. années. C'est ouais, c'est un, c'est une vibe quoi. C'est un truc. C'est leur façon de faire. Je pense que nous, on a une façon différente de faire. C'est ça qui est bien aussi, tu vois, c'est que, bon, bah, tu vois, il y en a pour tout le monde, quoi. Moi, je pense que demain, je peux jouer avec Jambasada, avec Salomon ou Chalice ou n'importe qui, et il n'y aura jamais de clash, et on sera content de jouer ensemble, et on sera, je pense, complémentaires, en fait, au final, tu vois, parce que l'idée, c'est juste de jouer des choses conscientes, positives, d'éveiller les gens et puis de passer un moment où tu recharges un peu les batteries, tu vois, dans cette situation un peu mondiale compliquée, tu vois, et où ça fait du bien d'entendre des choses positives, quoi, tu vois. Donc on est peut-être sur d'autres levels, quoi, tu vois, ce qui veut pas dire que les autres levels, c'est pas bien, mais nous, on n'est pas là-dessus, quoi, tu vois. Voilà. Et oui, oui, enfin, et ça vient du contexte, il y a plein de raisons à ça. C'est vrai que c'est bon, en soi, rien que ça, c'est tout un sujet en fait qui pourrait être développé longuement. Et, euh, et c'est intéressant en fait comment dire, de comprendre un petit peu mieux les dynamiques qui sont celles de ce qui se passe ici, comme de ce qui se passe
comment dire, en Angleterre, qui est un peu l'influence première des songs ici en Europe pour la plupart. Bon, Ouais, je pense que tu vois, les choses, elles sont. Enfin, il y a des polarités, quoi. Et tu vois, la ville, tout ça, enfin, on va pas dire des. Tu vois, l'eau, ça mouille, toi, mais je veux dire, c'est complexe, quoi. Il y a plein de choses, quoi. Donc, après, c'est ça qui est cool, quoi. On n'est pas tous des clones, quoi. Donc, chacun va piocher là où il a besoin, son inspiration, la développe, et puis il fait son identité, et puis chacun peut se retrouver dans l'identité qui lui correspond et passer des bons moments. Voilà, quoi, tu vois. Euh, Moi, il y a des centres que j'irai pas voir, et puis il y a des centres que j'ai terriblement envie de voir. Il y a des centres, je le dis encore aujourd'hui, où je peux me taper 5 heures de route pour aller, 5 heures de route, retour pour aller les voir. Je prends, hein, tu vois, par exemple, moi, Chalice, il joue à 4h30 de chez moi, je vais les voir. Parce que, euh, parce que c'est une médecine, quoi. Tu vois, c'est un truc, tu vas recroiser tous tes frangins, la musique, elle est fantastique, la vibe voilà, la même chose que quand j'ai commencé, tu vois, de recharger des énergies, voilà, c'est quelque chose qui est, voilà, je pense que c'est pour ça qu'on fait ça, quoi, tu vois. en plus, tu vois, en l'occurrence, tu dis ça, et je peux confirmer que c'est pas juste quelque chose que tu dis, parce que la dernière fois qu'on s'est vu en vrai, c'était pour une soirée de Charlize ici en Gironde, alors que toi, Mhm. tu es au centre de la France. Tu Mhm. as bien dû faire 3 heures de route, je pense, pour y Ouais, arriver. ouais. Mais je peux faire pareil pour Salomon. Tu vois, je veux dire, voilà, je trouve que quand ça me touche, en fait, bah, ça me touche, quoi. Tu vois, voilà, c'est des choses, tu vois. Puis je suis un Rastaman, tu vois. Il nous est dit que, tu vois, quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, alors je suis au milieu d'eux-mêmes, quoi. Donc moi, j'ai plaisir à, tu vois, à communier avec mes frangins et puis à être dans ces ambiances-là, tu vois. Donc c'est, ouais, ouais, c'est- Tu vois. Et une question, justement, tu parlais de ce qui nous touche. Les artistes chanteurs, parce qu'on a beaucoup parlé de technique, de producteurs et tout ça, euh, sans faire de classement, mais des artistes vocaux qui t'inspirent, que tu aimes jouer souvent dans tes soirées. Il y en a beaucoup, euh, euh, aujourd'hui ou avant? Dans Eh l'ensemble. ben, Prince Malakai, c'est quelqu'un qui me touche énormément. Mikey General, c'est quelqu'un qui me touche énormément. Luciano, il y en a tellement. Euh, j'ai pris une claque récemment avec un frangin qui s'appelle Prince Chamba, qui est un Français, qui a une voix angélique. Euh, je sais pas comme ça te dire, mais après, Barry Brand me touche, Jaman Levi, Burning Spear. Pour, Euh, je vais en pour- oublier des tonnes, alors que tu vois, il y en a tellement que je kiffe sur kiffe, tu vois, mais je pense que, tu vois, ouais, je joue beaucoup de Malakai et c'est quelqu'un qui me touche beaucoup, quoi. Je pour trouve reformuler, que disons, depuis que tu as commencé à jouer, si tu devais, à ton avis, c'est quel morceau, quel disque que tu as le plus joué tout au long de tes sessions? Parce que moi, par exemple, je sais presque immédiatement lequel c'est que j'ai le plus joué. Et ce serait, par exemple, Johnny Clark, Rock With Me Baby. Je l'ai ouais, joué. je kiffe aussi. J'ai pas parlé de Roger Robin qui me touche énormément aussi. Mais là, comme ça, un morceau, genre un morceau, genre si je devais partir sur une île déserte et je prends un tune, ce qui serait dommage parce que tu prends une platine vinyle pour un tune, c'est à la rigueur, tu prends un box, hein. Mais un box de disques. Mais euh, je crois qu'il y a un morceau qui m'a énormément touché et c'est assez marrant parce que ma fille Gaïa, ma grande, c'est un de ses morceaux préférés. C'est Shan et Tuff, Can't Take No More, Ah, tiens. qui est une des premières productions de Kitty Roots, et où le gars raconte en fait l'enfer de, tu vois, j'en ai un chair de poule quand j'en parle, l'enfer de travailler dans une usine de voitures et de devoir payer les, les factures à la fin du mois et de faire un truc qui t'intéresse pas. Et tu vois, quand tu parlais du call center, tout ça au début, avant d'être maraîcher, j'ai fait énormément de taf comme ça. J'ai beaucoup d'empathie pour tous les gens qui souffrent dans un travail qui les fait chier au jour le jour. Euh, voilà, c'est dur de se réaliser dans le travail. C'est très, très dur. Pour certains une mission d'une vie. Euh, voilà, ce morceau, il me touche beaucoup. Il me touche beaucoup parce qu'il est très mélodieux. Il y a une petite flûte en face B. Euh, voilà, c'est un morceau, c'est vraiment un morceau qui me touche. Mais
il y en a plein d'autres, quoi. Enfin, honnêtement, enfin, tu vois. Il y en a plein. Voilà, il y en a des tonnes, tu vois, je les ai pas en tête là comme ça, mais si j'allais au studio, là, je pourrais te sortir, on pourrait passer une après-midi où je te dis, ouais, tu connais ça, t'as vu ça, ah, ça c'est énorme, vas-y. C'est ça qui est génial, c'est que regarde, ça fait combien de temps que tu fais ça? Et ça, c'est important, je pense, de le dire. Ça fait combien de temps que tu es dans cette musique et moi, combien de temps que j'y suis? Je pense qu'il me faudrait 3 vies et encore pour réussir à dire, ah bah là, je crois que j'ai fait le tour. Tu sais, c'est rigolo que tu... Je me rappelle quand, ben justement, à peu près au moment où on s'est rencontrés comme ça faisait pas longtemps que j'achetais des disques vinyles, quoi. Et avant ça, mon moyen d'accéder au reggae, c'était principalement par le piratage, quoi. Tu sais, les émules, les machins comme ça. Ouais, il est nul. Ouais. J'avais pas vraiment dans mon entourage des gens qui écoutaient de reggae. Et moi, le reggae, je l'ai découvert vraiment par hasard. Je téléchargeais. Et puis, je me rappelle quelques temps avant de commencer à acheter les disques, je m'étais dit, waouh, je crois que j'avais 100 ou plus de 150 gigas de dossiers, de trucs. Et je me disais, à mon avis, je dois être pas loin d'avoir tout ce qui a été fait en Jamaïque. Et en fait, ça, c'est un truc que quand j'y repense, je me dis, ah ouais, en fait, j'avais peut-être ça, en fait, de ce qui avait été fait. Mais en fait, j'en avais déjà tellement et je passais tout mon temps à télécharger, à écouter les trucs. Et en fait, c'est infini, quoi. On peut Et jamais. puis, tu vois, on parle de Jamaïque, 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 mais quand je suis allé au Canada, j'ai eu l'occasion de me rendre compte de l'immensité de ce qui a été produit au Canada, que ça soit en roots ou en digital, parce qu'il y a des trucs. Patrick Roots, Jais My Keeper, ça a été fait au Canada, tu vois, qui est un morceau énorme. Enfin, tu vas au Nigeria, c'est incroyable. Au Japon, ce qui a été fait au Japon, enfin, voilà, je pense que Infini. c'est infini, quoi. Et c'est génial pour ça, quoi, parce que tu vois, ça nous challenge tout le temps d'aller trouver, découvrir des nouveaux morceaux, des nouveaux trucs. Euh, Voilà, c'est magnifique, quoi. Et d'ailleurs, quand il réfléchit, si on parle juste de la Jamaïque, c'est quand même assez incroyable qu'une si petite île, sur si peu d'années, ait produit autant de musique, quoi. Tu vois, ouais, non, mais c'est euh, il y a un truc paranormal là-dedans, quoi. Enfin, tu vois. justement, là, je compte prochainement parler de ce sujet dans une autre vidéo. Mais moi, j'avais acheté le bouquin, la Roots Naughty Roots, Ouais. il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est vraiment il y a longtemps hein, déjà. Et ils étaient déjà, de la période de 1960 à 1981, ils étaient déjà à 45 000 références. Ouais, puis je pense qu'il n'y a pas tout. Non, là, on était loin. En fait, Ouais. c'était pas encore la période Internet où tout le monde pouvait contribuer. C'était vraiment, là, et on était loin. Et là, je crois qu'aujourd'hui, Ouais. ils sont pas loin du double de références qu'ils ont. Et encore, comme tu dis, c'est la Jamaïque, c'est pas les productions américaines ou peu, c'est pas les productions canadiennes, anglaises, les Aswad, tout, enfin, je veux dire, Ouais. c'est un chiffre incroyable. Et comme tu dis, en partant d'une île qui fait à peine plus grand que la Corse, où il y a 2,5 millions de personnes, enfin, il y avait 2,5 millions de personnes, c'est invraisemblable en fait. C'est incompréhensible dans une sorte de. Enfin, c'est un quart de Paris, quoi. Ouais, moi, je rends grâce hein, parce que tu vois, du coup, c'est un puits sans fond, quoi. C'est génial. Tu vois, tu te dis, ah ouais, mais ça, tu vois, même des artistes qui ont fait 2 morceaux que t'as jamais entendu parler pendant 20 ans, un jour, tu te dis, c'est Il y en quoi a ces toujours des gars trucs comme ça. de dingue. Voilà, c'est génial, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est cool. Mm. Bon, du coup, pour amener à la fin, qu'est-ce que je voulais te poser comme question? C'est quoi les projets qui sont à venir pour toi, que ce soit en production, sound system, d'autres idées que tu as pour l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer bientôt pour toi, Wida, et pour Jamel Letton, le sound system et le label, Eh quoi? ben, pour le sound, toujours, hein, j'ai toujours mes 12 basses. Rien, j'ai pas prévu de changer quoi que ce soit. Voilà. Les dates, Euh, comment? les dates qui arrivent? Ouais, là, il y a l'International Dub Gathering à Barcelone le 19 juin ou le 20 juin, où là, j'ai 7 heures de session en solo avec full sound en plein air et tout, ça va être génial.
Après, je vais en juillet, je vais à Nantes un vendredi soir, je sais plus lequel. Et puis le lendemain, je pars sur le gros festival La Fusion à Berlin, qui est un gros festival assez connu. J'ai quelques, je les ai pas en tête, là, faudrait que je regarde le calendrier, mais voilà, il y a d'autres trucs en août aussi. Ici, en août, je vais en Belgique et après, je vais en Italie. En septembre, je vais, je sais plus où, à Venise encore. Enfin voilà, il y a différentes dates comme ça où c'est beaucoup de DJ sets. D'accord. Voilà, c'est des choses que j'apprécie moins, mais que je fais parce que je trouve que c'est important de pouvoir parler aux gens aussi, et que c'est pas tous les promoteurs, surtout avec les prix du gasoil, tout ça et tout, qui peuvent payer l'arrivée du sand. Mhm. Euh, mais, euh, mais voilà, et puis par contre pour le label, bah là c'est le renouveau du label parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas sorti quelque chose parce que j'étais très concentré et puis financièrement aussi concentré sur les amplis à lampe. Mais là il y a le 45 tours qui est sorti, il y en a un autre qui est à la presse en ce moment, voilà, donc il y a le Tribe of Dan qui est sorti. Il y a un King Stanley avec un frangin qui s'appelle Arne Rectitude qui est en Belgique, qui est à la presse en ce moment, qui va sortir d'ici 2 mois. Et puis surtout, il y a des projets de LP. Alors ça, on va prendre 2 minutes. Si tu as 2 minutes, j'avais depuis un moment envie de sortir des LP parce que je trouvais que en termes historiques, c'est-à-dire ça reste quoi. C'est pas un 10 inch ou un 7 inch parmi d'autres. C'est vraiment un LP. Donc là, on lance des projets de LP qui s'appelleront Gideon Dubs. Il y aura plusieurs volumes. Et l'idée, c'est de présenter un artiste à chaque fois. Donc le premier, ça sera Wise Rockers. Ok. Le deuxième, ça va être Mafia Fluxy. Là, je pars en Angleterre la fin du mois de mai là, pour finaliser avec eux tout ça, les mix et tout. Va y avoir Power Dread aussi. Va y avoir voilà, plein d'autres personnes, certainement Indica Dub aussi. Donc en fait, l'idée, c'est de faire 5 morceaux avec leur dub D'accord. masterisé propa, c'est-à-dire masterisé comme un 12 inch pour que tu puisses le jouer à la fois dans ton salon mais sur le sound system et que ça soit vraiment, ça reflète vraiment le travail d'un artiste proprement dub quoi. D'accord, Euh, d'accord. voilà. Et chaque LP sera dédié à un leader africain. Donc il y aura un encart dedans en papier qui parlera d'un leader africain. Donc le premier sera sur Sa Majesté, le deuxième sera sur Kenyatta, voilà, sur différents leaders africains pour que aussi culturellement, pour les gens qui n'ont pas forcément accès à ça, ils puissent avoir un petit peu, pas forcément d'une perspective rasta, mais d'une perspective culturelle et puis historique des bienfaits qu'ont fait ces gens-là, ces grands leaders pour leur pays et pour l'indépendance de leur pays et de leur culture. Donc voilà, donc il va y avoir certainement un 45 tours qui sortira, puis ensuite un album, un 45 tours, un album. Voilà, donc il faut s'attendre à ce que dans l'année et demie qui viennent, il y ait pas mal de choses qui sortent sur le label. Euh, donc j'en appelle à tous les promoteurs, bookez-moi que je puisse payer mes productions. Parce que en fait, non mais il n'y a pas de secret, je dis ça, moi je suis transparent. Euh, je peux faire tout ça parce que j'ai des bookings. Voilà, j'ai pu payer la sono et les lampes parce que j'ai des bookings et que ça me permet de réinvestir derrière parce que bah, mon métier c'est maraîcher et que voilà quoi, que le salaire il est assez raide. Donc voilà, au fur et à mesure de ce qui rentrera, on pourra sortir tout ça pour tout le monde quoi, pour que ça puisse être joué sur vos platines quoi. Voilà. Et Ouais. sur la plateforme du son. Puis bon, aussi les gens qui écoutent, hein, le meilleur moyen de soutenir Jamie Militant, son sound, son label et tout, c'est tout simplement d'acheter des copies, quoi. Voilà, ouais, j'ai un Bandcamp, hein, n'hésitez pas, voilà, il y a le Bandcamp où vous pouvez acheter des choses. Je suis pas trop dans le merchandising et tout, je suis très mauvais comme pour Internet, hein. J'ai monté un Instagram il y a 1 an et demi seulement. Euh, mais je crois qu'il y a des t-shirts dessus. Je viens de faire des autocollants, ce que j'étais pas trop pour non plus, mais bon, on m'a demandé de faire des autocollants, donc j'en ai fait. Donc voilà, si ça vous chauffe de soutenir la démarche, welcome et merci beaucoup. Oui, parce que bon, que ce soit pour toi ou pour toutes les choses, je veux dire, ça, je passe mon petit mot, je le dis tout le temps parce que bon, je suis un peu concerné aussi. Mais pour tout ce en quoi on croit, il n'y a pas meilleur moyen de faire avancer les choses auxquelles on croit
en mettant la main à la poche, en soutenant, ou en aidant à diffuser pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ouais, voilà, parce que je comprends qu'il y ait des gens. Puis moi, je fais que du vinyle, donc je comprends les gens qui n'ont pas de platine, tout ça et tout. Bon, voilà, moi, c'est un point de vue. Hein. Si j'étais vraiment carriériste et si j'étais vraiment businessman, je ferais du CD, je ferais du digital, tout ça. J'en ressens pas le besoin. Donc voilà, non, juste si vous avez envie, quoi. Si vous le sentez, si vous pouvez, c'est cool, quoi. Après, T'en parles. worry no beg, tu vois, ça veut dire, moi, voilà. C'est de toute façon, si on peut, on continuera. Si Jah donne la force, on continuera de le faire. Et puis, si ça vous dit de participer à l'aventure, merci d'avance, quoi. Et puis, surtout aussi, euh, penser aux autres aussi, quoi. Je sais qu'il y a de la bonne musique partout, quoi. Juste, le message, c'est pas forcément moi, quoi. C'est soutenez les petits indépendants comme ça. Bob Marley nous disait, Rastaman doit être indépendant, voilà. Soutenez ce travail que si vous pouvez, quoi, que chacun fait. Il y a des frangins qui construisent des box, il y a des frangins qui ont des studios, parce que il y a un truc aussi, on n'a pas parlé. Moi, je big up les musiciens, mais jusqu'au fin fond des étoiles, quoi. Parce que, en fait, nous, demain, il n'y a pas de musiciens, bah, il n'y a pas de morceaux, quoi. Il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas de sound system, il n'y a pas tout ça, quoi. Et musiciens, il faut le savoir, tous les gens qui nous font des dubs, là, ils sont derrière, ils passent des heures à mixer le truc et ça va pas. Et pour ceux qui connaissent un peu, généralement, le producteur, il est jamais content. Le compositeur est jamais content de ce qu'il a fait, même si c'est ultra rough. Euh, et donc, du coup, c'est beaucoup de travail dans l'ombre. C'est des gens qu'on voit pas. Et voilà, je les big up parce qu'ils font vraiment ça aussi que parce qu'ils aiment ça profondément, quoi, tu vois. Donc, big up à tous les musiciens, à tous les chanteurs, c'est pareil, tous les gens qui mettent ce qu'ils ont à l'intérieur dans ce qu'ils font, quoi. C'est positif, quoi. Ouais, ouais, comme l'a dit Delroy Washington, we've got to help one another to survive. C'est Ouais, ça, quoi. Il c'est faut ça. les uns les autres à survivre, à s'encourager les uns les autres. Et comme je dis, hein, c'est pas forcément monétairement, mais parler à un ami de ce qu'on aime, c'est. Ouais, totalement. Et puis, je pense qu'en fait, l'offre, elle est tellement éparse et grande que je suis sûr que chacun peut trouver son truc dedans, quoi, tu vois. Donc, juste, moi, je suis vraiment très reconnaissant de tout ce qui se passe, quoi, de aussi comment tout ce mouvement qu'on a évolué, quoi. Il y a 25 ans ou 26 ans, ou je sais plus combien de temps je fais ça, jamais je m'étais dit, bah, ça va prendre cette ampleur-là, ou tu vois, où on pourra avoir autant aussi de propositions, quoi, tu vois, parce que c'est un bonheur, tu vois. Chaque personne qui aime la musique, à chaque fois qu'il y a un tune qui sort, t'es là, ah, bah, trop bien, ça c'est tough, tu vois. Enfin voilà, moi j'entends des collègues là qui produisent, qui vont sortir des albums aussi avec enfin, il y a des trucs complètement fous qui vont sortir dans les mois, les années qui viennent. C'est génial, quoi, tu vois. C'est juste, voilà, c'est tough. Et ça, on continue de rendre vivant ce truc qui nous anime. Et Mm. en continuant de le rendre vivant, il continuera de toucher d'autres gens. C'est Ouais. la marche infinie, quoi. Ouais, Give Thanks, vraiment, c'est cool. Ouais. Ouais, ouais. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de parler avec moi et par extension avec tous les gens qui vont nous écouter. Je crois que tu dois reprendre le maraîchage là cet Ouais, après-midi. j'ai des petites tomates, là, c'est le moment des tutorages des tomates, ça pousse super vite. Mais je voulais juste prendre 2 minutes pour te remercier pour l'opportunité et aussi parler d'un truc qui me touche parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de personnes comme toi. C'est pas pour te pépon ou quoi que ce soit, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui font le travail que tu fais, de passer du temps sur son temps sans forcément des rentrées d'argent derrière, parce que c'est pas influenceur YouTube non plus la vibe. Et pourtant, tu te démènes tant par les conférences, mais que par ce que tu fais sur Internet pour et puis les livres, on pourra en parler aussi, pour bah, le bienfait de cette musique, pour que tout le monde la connaisse, la comprenne aussi. Je pense que une des premières actions reconnaissables et qu'on a connues, c'était le site de traduction. Voilà, non, mais c'est vachement important parce qu'en fait, nous, on est français, quoi. Donc, tous les gens savent que reggae music, c'est une musique avec un message et c'est proprement
l'essence de cette musique-là, je parle à partir des années 70, de développer un message, quoi. Et que, en fait, c'est pas tout le monde qui a eu l'éducation pour pouvoir parler anglais. Et d'avoir quelqu'un qui te dit, mais tu sais, la musique qui te touche là, qui crée quelque chose en toi, elle veut dire ça. Mais ça, c'est fondamental. Donc, juste gros big up pour toi, pour le taf que tu fais, parce que tu vois, les gens ont tendance à se rappeler des polémiques et à voir les choses. Non, mais c'est vrai, tu vois, les gens, ils ont tendance à se rappeler de ce qu'ils veulent, mais le gars qui nous explique d'où ça vient, l'histoire de cette musique, qui met en avant les dernières releases, qui ceci, qui cela, qui va des conférences et tout, et on sait, moi je sais personnellement, mais t'en parles pas trop, tes soucis de santé, voilà, big up yourself, quoi. Vraiment honnêtement, parce que il y en a pas beaucoup et heureusement que tu es là, en fait, c'est cool. Ah, merci, merci. Et c'est comme toi, hein, enfin, je veux dire, c'est comme nous tous. Ce qu'on aime, ce qui nous anime, on essaie de mettre une petite pierre à l'édifice pour que ça touche d'autres gens et que ça ait l'effet que ça a eu et ça continue d'avoir sur nous, Mhm. quoi. C'est-à-dire que Totalement. tu disais le sens des morceaux. Je me rappelle une époque où je comprenais pas la moitié de ce qui se disait et quand j'ai compris les choses un peu plus ou que j'ai appris une histoire, je me suis dit, waouh, c'est fantastique, j'aimerais bien que les autres ils captent, quoi. Et Mhm, carrément. c'est par amour, hein. Enfin, comme tu dis, on ne devient pas millionnaire avec ça, loin de là, mais on le fait parce que ben, ça nous touche et qu'on a envie que les autres soient touchés parce que c'est la base des êtres humains, c'est que euh, la bienveillance, en fait, c'est pas juste, enfin, c'est ça, en fait, c'est vouloir ce qui peut profiter aux autres. Et c'est ce que toi, tu fais quand tu fais une soirée son système ou que tu mets en avant un projet comme tu l'as fait avec ton site ou autre. Et c'est ce que j'essaie de faire quand je fais un bouquin ou une conférence ou quelque chose. C'est qu'en fait, on veut le bien de tout le monde, le nôtre comme celui de nos semblables, et autant que possible, avec nos petits moyens, on essaie d'aller C'est ça. dans ce Ouais, sens. tu mets ta pierre à l'édifice et je pense que la pierre, c'est un roc et bravo, quoi. C'est cool, quoi. Yes, Merci, positif. merci, hein. Merci à toi, Frangin. Écoute, on se voit bientôt et bon courage sur cette route, hein. On sait elle est parfois un peu rugueuse, mais, Ouais, mais elle est agréable quand même. ouais, elle est fantastique même. J'ai beaucoup de chance, je pense, tu vois, Ouais. de faire ça, quoi. Ouais. Ok, on se À dit bientôt, Frangin. Guidance.